la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 80 knots check. La France de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, Echo, fait attendez. Eh bien, bonsoir, de Bretagne, bonsoir, de dans la France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Flight Authority 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les zones aéro, j'espère que vous allez bien. Oula, j'ai plein d'écho. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'écho à fond, Nico. Ah. J'ai du son qui revient à mon avis, ton casque il est mal branché ou quelque chose comme ça. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans la zone, j'espère que vous allez bien ce mercredi soir, ravi de vous retrouver. Il y a déjà pas mal de gens qui sont présents, on va vous saluer. Alors j'avais les messages de bonjour, voilà, sur Twitch chat, ils ont disparu, le cadre est parti. Je ne sais pas pourquoi, donc si vous pouvez à nouveau refaire un petit message, comme ça je vous salue et je ne vous oublie pas. Et on va commencer par Philémon Mavercoin qui est avec nous. Bonsoir Philémon, j'espère que ça va. Ah, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même un bruit de fond. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a peut-être... Ah ben là, tu parles, mais on t'entend plus, du coup. Ça a dû couper. Non, mais j'ai coupé, parce Ah qu'il oui. y a peut-être un bouton derrière, ouais. Ah, c'est possible. Ok, mais là apparemment, ça a l'air d'être OK. MMG7F qui est là, voilà, qu'on va retrouver d'ailleurs sur France Télévisions très bientôt. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas, hein, mais peut-être. Le son 5 sur 5, c'est parfait. Évidemment, Céleste qui est là. Qui est-ce que j'ai raté encore? Faites un petit coucou. Cargolux qui est là, on attend Achille avec impatience. Eh bien, c'est pour tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas d'être présent pour cette nouvelle émission de la zone aéro comme chaque mercredi. Une pensée aussi à Cynthia, parce que c'est nous deux, nous on s'y colle, hein, comme à l'ancienne avec Nico. Et Cynthia, elle n'est pas là. Elle est en vol. Donc voilà, ça fait aussi partie du métier. Elle a raté le bus, elle a raté l'avion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah voilà. Voilà. Ah oui, ce que j'ai pas le droit de dire, c'est le résultat, est-ce que j'ai gagné? D'accord, ok, très bien. Ah, Monsieur Pierre est parmi nous, tranquille la chatte, présent. Eh bien, c'est parfait. Sois le bienvenu, Pierre. Écoutez, si vous arrivez en cours de route, vous faites un petit coucou. On salue également les amis qui nous suivent sur YouTube. Vous le savez que cette émission est en replay. On fait le live sur Twitch. 15 jours après, c'est en replay sur YouTube. Donc, on vous salue, puisqu'on ne peut pas le faire en direct, sauf si vous venez nous voir le mercredi soir. Mais sinon, vous postez un petit message, on vous répondra. Hein. N'hésitez pas à commenter les vidéos, hein. Donnez votre avis, réagissez au contraire. Hein. C'est une communauté basée sur l'échange, bien évidemment. Voilà, évidemment, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment est-ce que fonctionne la zone aéro. Vous pouvez nous soutenir le travail qui est fait ici, puisque vous savez qu'on est tous bénévoles, voilà, au sein de l'association, quelque part. Donc, vous pouvez suivre, donc mettre des petits follow pour avoir les notifications, pour être averti quand les lives débutent. Ça se passe dessous, là, sous Twitch, vous avez la petite cloche, vous cliquez dessus, vous recevrez les notifs. Sans problème par mail ou directement sur votre navigateur, votre téléphone. Vous avez Prime qui vous permet d'avoir un abonnement gratuit tous les mois sur une chaîne Twitch, donc vous pouvez l'utiliser. Si un modérateur d'ailleurs peut mettre la petite commande Prime pour celles et ceux qui l'auraient caché et qui pourraient l'utiliser, ça serait cool. Et puis vous avez aussi donc un sub, hein, la possibilité de prendre un abonnement classique. Alors je ne sais plus quelle est la commande, je ne me rappelle plus, mais il doit y avoir une commande. Et puis, sinon, vous avez l'abonnement classique, hein, Twitch, vous cliquez dessus, vous prenez un abonnement, ça coûte 4,90 € et quelques pour 30 jours. Vous avez plus de pub, zéro. Et en plus, vous avez en primeur les replays directement sur la chaîne pendant 14 jours avant qu'ils soient sur YouTube. C'est un petit cadeau qu'on vous fait pour celles et ceux qui font l'effort de prendre ce petit sub Twitch qui nous permet aussi de faire vivre la chaîne, de financer un peu l'activité. Et c'est cool. Voilà, donc soyez-en remerciés par avance. Dernière solution, c'est tout ce qui est participatif avec Patreon, avec Hello Asso.
Voilà, c'est comme toutes les associations, ça marche pareil. Vous pouvez nous soutenir. L'avantage sur Patreon, par contre, vous aurez le lien qui apparaîtra dans le chat. Ça va vous donner accès à des petits contenus, 1, 2, 3 fois par an, des petits contenus exclusifs qu'on vous proposera pour les membres qui font l'effort d'être sur Patreon. On fera des petits lives ensemble, rien qu'entre nous, si on peut dire. Voilà, donc vous savez tout. Ce que je vous propose de faire, alors oui, je vois dernière de la saison, on l'avait déjà annoncé, ce sera le 12 juillet, c'est un samedi soir. On vous proposera un live comme d'habitude avec des participants de la saison passée. Notez cette date puisque ce sera en ligne et puis aussi avec plein d'invités. Voilà, mon petit Nico, quelque chose à rajouter? Ça va bien? Voilà. Non, j'ai un petit quiz là pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. Question. Le poids commun entre King Kong et les tigres volants? Donc les tigres volants, ils étaient sur P40, c'est ça? Ils étaient sur P40 en Birmanie, là, pour combattre les Japonais. Donc c'est les volontaires américains. Hein, en 1940, là, 41. Ouais. Voilà, donc entre King Kong et voilà. Donc d'ici la fin de l'émission, s'il y en a qui devinent. Ah bon, on saura donc en fin d'émission. Et elle est là, Voilà. Cynthia, elle est dans le chat. Salut Cynthia. Voilà. Salut Cynthia. Elle parle espagnol là, c'est pour ça. Il y a le petit émote. Ouais. Bon. Bon. L'espagnol. Ouais, c'est ça. Allez les amis, on traîne pas trop, on dépose tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir, on a pas mal de choses à voir. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et allez, c'est parti pour le plan de vol, on le fait apparaître ici, attention, hop, voilà, il arrive. Actualité du terminal dans un instant. J'ai 1, 2, 3, combien j'ai d'actu à vous partager ce soir? Il y en a 5 avec une petite particulière qu'on verra tout à l'heure. Je dis ça, je dis rien. Et puis ensuite, nous aborderons le sujet du jour. C'est le sujet en croisière. Et en croisière, nous aurons, vous aurez, vous, la possibilité de poser vos questions à un pilote de ligne. Il est pilote sur A320, c'est Achille qu'on retrouve tout à l'heure. On va parler avec lui de sa passion de l'aviation. On va retracer aussi en sa compagnie les points importants de sa formation, de sa vocation de pilote, de ce qu'il fait aujourd'hui. On va parler un petit peu de sa compagnie, de ses perspectives aussi de pilote, parce qu'on sait que les pilotes évoluent au fur et à mesure de leur vie et de leur métier de pilote. Et puis, Nico et moi, on va le passer un petit peu à la moulinette. Avec votre participation, évidemment, vous pourrez lui poser des questions interposées par le chat, on les récupère et on les pose au fur et à mesure de l'échange, bien évidemment. Vous connaissez le principe, donc n'hésitez pas. On ouvre aussi l'antenne à vous pour venir poser des questions. Hein. C'est aussi ça. Vous avez la possibilité d'interroger des gens qu'on ne croiserait pas forcément à droite ou à gauche. C'est un peu ça aussi la zone aéro. Voilà, et puis fin d'émission, donc au bout d'une petite heure et demie, ce sera donc la foire aux questions, remise de gaz, et puis on vous parlera aussi du programme du mois de mai qui a quand même assez changé depuis ces derniers jours. Il y a des trucs qui étaient prévus, qui se sont décalés. Voilà. On refait un point programme tout à l'heure en fin d'émission avec la réponse de King Kong des Tigres volants d'Achille. Voilà, j'ai fait le résumé, c'est à peu près ça. Allez, on repousse le sommaire, hop, voilà, c'est fait. Et puis tout de suite, je vous propose d'attaquer directement l'actualité du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et je vous retrouve ici, Nico, juste en dessous. Et on démarre l'actualité du terminal de ce soir avec cette première petite news. Vous qui êtes en France, vous avez peut-être vu l'expansion de la compagnie, enfin, on va dire de la low cost liée à Air France, donc Transavia, qui est en train de se développer beaucoup. Vous saviez elle exploitait des Boeing 737-800. Ils ont intégré des Airbus dans leur flotte depuis pas très longtemps. Et elle est en expansion hein, très clairement. Et Transavia France a renouvelé son partenariat avec l'Office national marocain du tourisme et a annoncé là l'ouverture de 14 nouvelles lignes vers le Maroc pour l'hiver 2025. Donc c'est tout frais. Ce développement majeur va permettre de desservir pour la première fois des destinations comme Marrakech, comme Agadir, comme Dekla depuis de nombreux aéroports français.
ainsi que des vols qui sont quand même assez inédits entre le Maroc et l'Europe. Donc ça vise un peu plus large que la France, notamment du côté de Berlin et de Venise. La compagnie vise à renforcer sa présence sur ce marché clé pour elle, comment on peut dire, désaisonnalisant, si on peut dire, en enlevant les saisons. Donc en fait en rendant accessibles les offres saisonnières mais toute l'année, voilà, on va mieux le dire comme ça, et en augmentant sa capacité de 30% par rapport à l'année dernière. Les nouvelles routes incluent des départs de villes comme Toulouse, comme Lille, comme Marseille, Nantes, Montpellier aussi, avec des tarifs qui sont fixés, qui sont assez attractifs, puisque les billets démarrent à partir de 39 €. C'est carrément pas cher. Donc voilà, si vous êtes à proximité de ces villes, ça va vous ouvrir en tout cas la possibilité d'aller vers de nouvelles villes au sud. Ce partenariat vise aussi à répondre à une forte demande touristique et à améliorer l'accessibilité depuis la France donc vers le Maroc et aussi donc vers d'autres grandes villes européennes. Les vols seront disponibles à la vente très prochainement, c'est la semaine prochaine, dès le 20 mai. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vous voulez avoir des bons plans, là, vous savez, les systèmes de surbooking et tout, connectez-vous, allez faire un tour sur le site d'Air France et de Transavia, et puis peut-être que vous trouverez chaussures à votre pied, sait-on jamais pour cet été. Voilà, on enchaîne tout de suite. Alors Nico, si tu as besoin, envie de rajouter des choses, n'hésite pas à le faire. Non, je voulais savoir s'il y avait une destination pour Tatooine. Ah, Tatooine C'est au Maroc, Tatooine? Oui. Mais alors, à mon avis. Là où ils ont tourné Star Wars. Ouais, je crois qu'il ne reste plus grand-chose. Mais oui, d'ailleurs, ça faisait partie des destinations touristiques, fut un temps. Imagine à Paris Tatooine. Voilà. Ouais. À mon avis, il n'y a rien là-bas, donc il va falloir trouver un autre aéroport. On continue avec mots de tête en l'air. Alors, cherchez le jeu de mots, puisqu'on va parler d'un vol EasyJet entre London Gatwick et Chypre qui a été dérouté vers l'aéroport de Belle-Mulhouse. Donc il n'a pas volé beaucoup, il était rapidement dérouté, après que plusieurs passagers ont souffert de maux de tête. Vous avez mal à la tête, donc évidemment interruption du vol. L'incident a conduit donc à un atterrissage d'urgence à l'Euro-Airport où les 163 passagers et les 6 membres d'équipage ont été pris en charge par les secours. La préfecture a précisé que la gêne provenait probablement d'un liquide inoffensif, peut-être de l'huile essentielle, et c'est en cours d'analyse. EasyJet a déclaré que l'atterrissage s'était déroulé selon les procédures standards. L'intervention a mobilisé quand même 137 personnes, dont 33 pompiers, des engins pour gérer la situation à l'arrivée de l'avion et pour que tout se passe bien. Voilà, ça peut arriver. Donc attention à l'huile essentielle, si c'est le cas, dans les avions. C'est pas un incident comme il est arrivé à Coluche, là, dans Banzai? Ah, peut-être, ouais. Mais c'était pas des huiles essentielles, ça. Ah ouais, non, c'est vrai. Actu suivante, on va parler d'Airbus ou de Donut. Pourquoi on parle de ça? Parce que la compagnie JetBlue a présenté une nouvelle livrée spéciale de son Airbus A320. Vous voyez, bon, il y en a un seul dans la flotte, mais pour célébrer son partenariat de longue date avec Dunkin', qui est une célèbre chaîne américaine que vous connaissez peut-être, notamment de café, et elle vend aussi des donuts. C'est Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, ouais. Donc, il a été baptisé Brewing Altitude. Pareil, un petit jeu de mots. L'appareil arbore un design coloré avec des tons rose, orange de Dunkin', décoré de donuts et de tasses de café. Le lancement a été dévoilé à Boston et met évidemment en avant les liens forts entre les deux marques qui sont populaires dans la région, évidemment. Depuis 2006, d'ailleurs, JetBlue sert le café original blend de Dunkin' à bord de ses vols, partenariat qui a été renforcé en 2011 avec une exclusivité donnée sur la marque. Et l'avion décoré vole désormais sur les lignes domestiques de JetBlue, qui symbolise évidemment cette collaboration gourmande et emblématique entre les deux sociétés. Voilà. Est-ce que vous connaissez justement Dunkin' Donut? Nico, toi tu dois connaître puisque tu... Ouais, je connais, mais j'y vais pas. Tu vas pas, d'accord, ok. J'y suis pas allé, non, c'était pas... Fabien connaît bien, MMG connaît bien. D'ailleurs, il va prendre des vols que pour les donuts. Je passais devant, mais ça me donnait pas envie de m'arrêter. Voilà. Bon, en tout cas, arrêté une fois, on avait fait on revenait de je sais plus où là avec David.
On a dû s'arrêter, puis on avait pris des donuts, puis des cafés. Ouais. Et ben voilà. Bon, si vous voyez cet avion, en tout cas avec cette livrée spéciale, vous saurez du coup ce que c'est. Et on salue Flavio qui est là. Et ben écoutez, on continue. On continue avec cette 4e news. C'est 40 A320 Neo, avions européens qui partent aux États-Unis, supplémentaires en plus pour la compagnie United Airlines. Elle a déjà commandé des Airbus et avec ces nouveaux appareils qui vont arriver, c'est 260 appareils qui donc ont été commandés chez Airbus, dont 50 A321 XLR et 170 A321 Neo, plus 40 qui sont en leasing dès 2026. Cette décision elle intervient malgré des incertitudes, on en a beaucoup parlé dans les médias, notamment liées aux droits de douane qui ont été imposés par Donald Trump. Alors ils ont commandé un avion européen, mais comment est-ce qu'il va être taxé à l'arrivée? On va voir, ça va dépendre aussi beaucoup du président américain. Les livraisons donc de cette nouvelle commande sont prévues dès 2030. Il faut rappeler que United exploite déjà 37 A321 Neo qui ont été introduits depuis octobre 2023 dans le but de remplacer des Boeing 757-200, notamment sur les lignes transcontinentales. La compagnie fait aussi face à des retards de livraison. On en a parlé aussi du Boeing 737 MAX 10, dont la livraison ne devrait pas commencer avant 2027 ou 2028. Donc ils ont préféré prendre les devants, bien que United en ait commandé 277. Ça paraît énorme comme chiffre, hein. Les A321 Neo d'United sont équipés des fameux moteurs, les PW1100 GM de Pratt & Whitney, qui sont un petit peu les nouveaux moteurs moins bruyants, plus économiques. Voilà, donc un nouveau marché, enfin en tout cas un marché qui se renforce d'Airbus aux États-Unis. On va voir comment ça se goupille avec les annonces qui ont été faites par le gouvernement américain. Quel impact il va y avoir sur les importations, notamment en termes d'avions. On verra ce que ça donne. Ah oui, je suppose que ce sont des avions fabriqués aux USA à Mobile en Alabama pour éviter les droits de douane. Est-ce qu'ils vont tous être faits là-bas? Je ne suis pas sûr. On va voir. On va voir. Quand on aura des nouvelles, on vous l'annoncera évidemment. Voilà. Et puis, on termine cette petite news par la présentation d'un jeu. Alors oui, on parle aussi jeu dans la zone aéro et ce jeu s'appelle SkyTeam. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je ne sais pas si on va pouvoir le voir comme ça. Hop, regardez. Il est ici. Là, voilà. SkyTeam. Préparez-vous à l'atterrissage. C'est un jeu de société pour deux, justement. Hop, je remets. Voilà. Ce jeu de société, c'est un jeu qui est coopératif. C'est vrai que d'habitude, les gens se tirent un petit peu la bourre. Là, c'est un jeu coopératif pour 2 joueurs. Il a été créé en 2023 par un monsieur qui s'appelle Luc Raymond, illustré par Eric Ebeler et Adrien Rive, et il est édité par une société qui s'appelle le Scorpion Masqué. Voilà, un petit éditeur de jeu. Il a été récompensé, ce jeu, en 2024, du prestigieux prix Spiel des Jahres en Allemagne, qui est quand même un truc un petit peu classe, parce que ça récompense, n'est-ce pas Nico, des jeux de société qui sont quand même réputés. Hein. C'est le plus grand festival du jeu de société en Europe, quoi. Après, il y a Cannes, spécial de Cannes. Voilà. Mais voilà, c'est le rendez-vous des vraiment professionnels des jeux en Allemagne. Ouais. Donc voilà, il est là le jeu. Alors je précise un truc, ce n'est pas un partenariat commercial. Hein. On n'a pas été payé par, par Scorpion Masqué pour le faire. Hein. Je préfère le dire, que ce soit bien clair. Mais c'est bien de parler de jeux de société. Autant faire de la pub. Autant faire de la pub pour Monopoly, je pense qu'on gagnerait plus ça. Ah, je sais pas. Mais bon, en tout cas, sinon on aurait marqué partenariat rémunéré, machin, ce qui n'est absolument pas le cas, on vous le précise. Hein. C'est un jeu qu'on a trouvé, et voilà. D'ailleurs, il faut qu'on le teste, hein, mon cher Nico, parce que là, il est tout frais, il est arrivé hier. Donc, il a été récompensé. Ce jeu met des joueurs dans la peau d'un commandant de bord et d'un copilote qui doivent qui doivent faire poser leur avion en toute sécurité. Chacun donc va lancer les dés, vous voyez hein, sur la partie droite de l'image les dés qui sont placés sur le plateau de jeu on ne connaît pas les jeux de son partenaire, donc on lance les siens, on ne connaît pas les jeux de son partenaire et on utilise les dés pour pouvoir gérer divers paramètres du vol comme les moteurs, comme l'inclinaison,
comme les freins, les volets, etc. La communication est assez limitée, elle ne peut avoir lieu qu'entre 2 manches. Et le jeu propose plusieurs pistes et des modules, des extensions pour notamment moduler la difficulté, vent, gestion du kérosène, formation de stagiaires, carte bonus, et il y a aussi une extension qui s'appelle Turbulence, que j'ai aussi à l'intérieur. Et justement, pour la petite histoire, et on l'annonce là, on est en pourparlers avec le Scorpion Masqué pour faire une émission avec Luc Raymond. On devrait le recevoir pour parler justement de l'édition de ce jeu. Comment est-ce qu'on conçoit un jeu d'avion? Pourquoi un jeu d'avion? Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Eh ben, on en parlera avec lui. Luc Raymond, j'ai déjà son accord de principe et là, on attend la validation de Scorpion Masqué pour pouvoir le recevoir dans la zone aéro et parler de la conception, de la création de son jeu. Pourquoi pas, peut-être même faire une partie en live. Ça serait peut-être cool, ça. Voilà. Donc, ouais. il faut qu'on l'organise, mais ça peut être sympa. En tout cas, si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est aussi comme ça, hein, sur vos envies, qu'on arrive à mettre des choses en place. Voilà, donc SkyTeam, retenez-le. Et puis on reparlera peut-être avec Nico de certains jeux. Pourquoi pas faire une émission spéciale jeu, hein, à l'occasion. Ouais, j'en avais présenté Ouais. l'As des As, là, les 2 bouquins, là, j'avais présenté ça, et puis j'avais pas présenté un autre aussi, je sais plus. Bah justement, il faudrait qu'on fasse le point, puis qu'on regarde ce qu'on peut vous présenter, et puis et vous proposer. Voilà pour... Salut Vince. Ah, il est là, le fabuleux Vince. Bienvenue. Alors, on a fini les actus du terminal pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des réactions, n'hésitez pas à la partager dans le chat ou bien sur le Discord de la zone aéro, comme d'habitude. Il y a pas mal d'échanges et c'est plutôt sympa. Et puis, ce que je vous propose maintenant, ça va être tout simplement... Alors déjà, je vais revenir ici. Voilà. On va parler avec notre invité de ce soir. Vous vous posez peut-être la question du métier, du quotidien d'un copilote sur Airbus A320. Ah voilà, il y a un chat qui a été lancé qui veut organiser une partie de SkyTeam pour qu'on ne se prononce pas. On salue FreeFlight qui vient d'arriver aussi. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Si ça vous intéresse, que vous voulez avoir une petite soirée jeu ou un truc comme ça, vous répondez au sondage et puis derrière on voit. Donc le sondage il est dans le chat. Allez y faire un tour et vous avez 2 minutes pour répondre. Voilà. Donc, quel est le quotidien d'un pilote, d'un copilote sur Airbus A320? On va en parler ce soir. Comment est-ce qu'on devient copilote sur Airbus A320? C'est aussi la question. Et puis, on va découvrir une personnalité de l'aérien. C'est Achille qui est avec nous. Et je vous propose qu'on le retrouve tout de suite. C'est donc la séquence du jour. C'est la séquence en croisière avec Achille qui est copilote sur A320 chez Wizz Air. Et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Séquence en croisière. Je l'ai perdue. Elle est où? Mais non, mais je l'avais. Embarquement avec. Elle est où la séquence en croisière? Bon, je la vois plus. Ah si, stabilisé en croisière. C'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Séquence stabilisée en croisière avec Achille. En croisière. Le dossier du jour de la zone aéro. Et logiquement, on va voir Achille arriver dans un instant. Hop. Et dès qu'on va le voir, on devrait retrouver le son. Il est là. Bonsoir Achille. Bonsoir à tous. Et bien normalement, Bonsoir, ça doit Achille. fonctionner. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Eh bien, on te voit très bien. Et nous, on t'entend bien en tout cas. Le chat va nous dire si... Pour nous, ça va. Ouais, Ok. pour nous, c'est bon. Buonasera Achille, quende vediamo. Il fait la traduction. C'est MLN qui est là. Buonasera, Stéphane. Ah, parce que toi aussi, tu parles alsacien. Exactement. Oui. Ah, d'accord. Ok. Du même camp. Même qui la TCN. Cargolutz qui lâche 100 bits. Merci beaucoup et bienvenue à Rips Côte de Bœuf qui vient d'arriver. Merci du follow. Donc il y a une majorité de SkyTeam. D'ailleurs, on en parlait en off. Achille, toi aussi, tu as SkyTeam et tu l'aimes bien. Ah oui, le jeu, pardon. Oui, le jeu, oui. Oui, tout à fait. Ouais, Oui, on en a parlé juste avant, ouais. J'y ai joué avec ma copine qui est pas du tout dans le monde de l'aérien. Et comme je disais en off, c'est faut pas s'attendre à piloter un avion, c'est quand même très différent.
l'histoire de base se repose sur un vol plus ou moins classique. Mais si vous aimez les jeux de société, il y a des mécaniques sympas. C'est loin d'être un mauvais jeu. C'est assez original, hein, en tout cas. Ouais. Et puis ça le mérite aussi d'être aéro. Donc ça, c'est bien. Ouais. Non, c'était très sympa. Bien. Alors, avant de démarrer notre échange, comme d'habitude, Achille connaît un petit peu le principe de l'émission. L'idée, c'est de faire la petite minute de présentation. Donc, je vais afficher le chrono, comme on fait d'habitude, qui va apparaître ici sur nos trombines à nous, là. Et en 1 minute, c'est de parler de toi, d'où tu viens, de ce que tu as fait rapidement, et derrière, on rentre dans les détails. OK? Ok. Allez, c'est parti. Alors, donc je m'appelle Achille, j'ai 24 ans, je me suis lancé dans la formation aéronautique à 18 ans, j'ai fait CAE Bruxelles, j'ai terminé cette école en 2022, puis j'ai intégré Wizz Air en 2023, et donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai commencé chez Wizz Air avec la QT, le line training, tout ça, j'ai fait tout le training chez Wizz Air. Donc ça fait maintenant un peu plus 1 an et demi, on va dire, que je vole en compagnie et que j'ai le bonheur au quotidien, presque au quotidien, presque tous les jours, d'avoir la chance de piloter un Airbus A320, en tout cas la famille A320. D'accord. Voilà. Moins d'1 minute. Voilà, ça fait 50 secondes, donc on est dans les clous. Très bien. Alors, on salue plusieurs personnes. Il y a Lumilo qui est arrivé. Merci pour le follow. 0K qui est arrivé de la modération. Et Pilot JF aussi qui nous a rejoint. Bonsoir à toutes et tous. Et tous les copains. Voilà. Donc, on a fait une présentation rapide. Et puis, on va laisser la parole à Nico. Comme d'habitude, il aime bien inaugurer le bal avec des questions un petit peu pointues. Donc, Nico, à toi l'honneur. Non, mais là, on a une personne très jeune. Là, c'est bien. Là, donc, ma question, en fait, c'est ça, c'est d'où vient cette passion, en fait, t'as toujours voulu être pilote de ligne ou autre chose, pilote de chasse, ou pilote de brousse, ou pilote de planeur, enfin, je sais pas, d'où vient, explique-nous un peu d'où vient cette passion. Alors moi, j'ai toujours été attiré par la ligne, spécifiquement la ligne et rien d'autre. En fait, mon père voulait devenir pilote de ligne, il n'a pas pu le faire parce qu'il portait des lunettes et à l'époque c'était plus restrictif qu'aujourd'hui. Il n'a pas pu le faire. Je pense que d'une certaine manière, il m'a transmis le syndrome aéronautique, même si au final, lui, il a juste fait un brevet de base, on appelait ça à l'époque. Et donc, il m'a acheté Flight Simulator quand j'avais, je sais pas, 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai accroché, j'ai bien accroché. Très bon, tôt. Ouais, très tôt. Ouais, très tôt. Forcément, à 5-6 ans, bon, on fait n'importe quoi. C'était quelle version qu'on se chope des cheveux blancs, nous? C'était FS 2004, je pense. Ouais, c'était 2004. Bah oui, on va se prendre des cheveux blancs, comme d'hab. Ouais, c'était moderne déjà. Nous, ouais, je sais bien. Je sais bien. J'ai eu la chance de commencer sur relativement moderne. D'accord. Et donc, comment tu vivais cette passion jusqu'au moment où tu es parti à l'école, en fait pour apprendre, donc par le simulateur de vol, bien sûr, mais il y a autre chose aussi? Alors j'ai fait énormément, moi j'ai toujours beaucoup fait de simulateurs. Vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire des cours à l'aéroclub. Donc j'ai fait un baptême de l'air à l'aéroclub. Et j'ai adoré, mon père m'a gentiment payé des heures de vol en plus. Pas de chance, l'aéroclub était loin, il a fait faillite. Donc c'était pas le meilleur premier pas dans l'aérien. C'était où, dans quelle ville? C'était à Nancy, Essay-les-Nancy. D'accord. Okay. D'accord. Moi j'habite déjà à 1 heure de Nancy, c'était un des aéroclubs les plus proches. Il a fermé, il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives. Il y avait un beau musée à Nancy. Hein. Il y a un beau musée de l'aviation à Nancy, mais qui s'est pris à coup de tempête et puis qui Ah bah je sais pas, j'ai jamais fait en tout cas. Il s'est envolé. Qui a été détruit en partie. Il s'est envolé. D'accord. Du coup, avant de commencer CAE, très peu d'expérience réelle. J'avais fait 2 baptêmes quoi. Bon, déjà tu savais que t'étais pas malade en avion. Eh ben, figure-toi que si. J'étais malade en avion. Eh ben, c'est bien, parce qu'au moins, ça montre que même si on est malade, on arrive à s'accoutumer. Ouais. Bah, surtout moi aussi, hein, c'était le cas. Bah ouais. Alors, j'étais pas
J'ai pas vomi pendant tout le long de mes deux baptêmes, mais j'étais pas bien, quoi. On m'a mis l'air, enfin l'arrivée d'air dans la figure pour que je puisse respirer, parce que je me sentais pas très bien. D'accord. Et on en reparlera, mais bon, à l'UPRT, c'était aussi C'était sportif. compliqué. Oui. D'accord. Ok. Et justement, pour compléter la question de Nico, tu avais d'autres passions, d'autres attraits pour l'aéro via, je sais pas moi, des magazines, des maquettes, ce genre de choses, ou pas du tout? Oui, alors j'étais passionné, donc dès qu'il y avait un avion quelque part, ça m'intéressait. Des meetings mais globalement... Pardon? Meeting aérien? Non, très peu. Très peu. Très peu, ouais. D'accord. Mais ouais, parce que j'avais pas vraiment l'occasion d'en faire là où j'étais, et puis j'étais jeune, c'était compliqué de se mouvoir tout seul pour aller à un meeting, quoi. Ouais. Souvent, des fois, c'est des potes entre eux qui disent bah tiens, moi j'aimerais bien être pilote, bah toi aussi, machin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah tiens, on y va ensemble. Tu connaissais vraiment personne qui pouvait t'accompagner dans cette démarche? Non, en fait, ouais, non, justement, je connaissais, avant de rentrer vraiment à CAE, j'avais quasiment aucun contact dans l'aérien. Et c'est aussi pour ça que maintenant j'essaye au maximum de transmettre, de partager et tout, notamment via Internet, parce que je sais que c'est pas facile de rentrer dans le milieu. Du coup, c'est super ce que vous faites, ça permet à plein de gens de découvrir un petit peu ce monde qui est parfois un peu fermé. Mais c'est aussi super des gens comme toi, comme tous les invités qu'on a ici qui viennent échanger, parce que sans les invités, nous, on n'est rien du tout. Hein. Bah, donc c'est un travail d'équipe. Hein. Bien sûr. C'est CRM hein, finalement, quand on regarde bien la zone aéro. Hein. Exactement. Voilà. Alors évidemment, hein, si vous avez des questions, vous, dans le chat, n'hésitez pas à les poser à Achille, il répondra sans aucun problème. Hein. On est là pour ça, hein, vous l'avez compris. Hein. Alors, tiens, il y a déjà Tranquille la Chatte qui pose des questions. Je mets la question de côté, on va en reparler dans un instant. Alors, on a parlé de cette introduction, on arrive peut-être au moment de ta formation scolaire, en fait, on va dire. Là, tu as déjà une idée un petit peu précise de ce que tu veux faire déjà à cet instant-là. Tu mets en place les choses pour suivre un cursus scolaire qui peut t'amener vers le métier de pilote. Et comment tu arrives finalement à choisir CAE? Est-ce que tu as fait le concours, je sais pas moi, de l'ENAC, ce genre de choses avant? Alors, donc, j'ai passé le bac en 2018. J'avais pris une filière scientifique parce que c'était ce qui me plaisait et on disait que c'était la voie royale qui ouvrait le plus de portes. Donc j'ai pris une filière scientifique. J'avais toujours voulu faire pilote, mais j'étais un peu pessimiste dans le sens où on m'avait toujours répété qu'il fallait soit passer par l'armée, ce qui m'intéressait pas du tout, soit passer par l'ENAC et donc faire un maths sup, maths spé, être en classe étoile. J'ai jamais été très des bosseurs acharnés. Je me voyais pas faire une prépa, encore moins être dans les meilleurs de ma prépa pour faire l'ENAC. Donc pour moi c'était un rêve qui était complètement inatteignable. Personne t'a guidé à ce moment-là? Personne t'a dit en fait non, c'est pas nécessaire d'être brillant en maths pour être pilote? Eh ben non. Non, alors jusqu'au moment où de moi-même avec mon père on est allé au salon des formations de l'aéronautique, je crois que c'est comme ça ou des métiers de l'aéronautique au Bourget, je sais plus comment ils s'appellent ça. Le SEMA. Voilà, donc on est allé là dans mon année de terminale, je crois. Et c'est là qu'en fait on a découvert les écoles privées. On ne savait pas que ça existait. Ah ouais. C'est assez fou. Du coup c'était en 2017 ou 2018. Eh ben, c'est peut-être croisé. T'as croisé Nico. Peut-être. Il y avait déjà de la barbe. Pas moi, mais j'en ai toujours pas. Non. Bon bah. Ça va venir. Donc voilà, donc on a découvert les écoles privées. Mais pareil, on a découvert ça, on a découvert les prix qui allaient avec les écoles privées. Oui. Moi, ça me paraissait complètement déraisonné. Et j'étais avec mon père, et mon père, il m'a toujours énormément soutenu dans cette voie. Et il m'a fait un calcul simple, en fait, parce qu'à la base, j'étais parti pour faire une école d'ingé privée. À Paris, c'était environ 10 000 € l'année. À ça, tu rajoutes le prix de l'appartement, le coût de la vie sur 5 ans. Bon, on n'est peut-être pas exactement au prix d'une école de pilotage, mais en tout cas, on n'est pas si loin non plus, quoi. Ouais. Il a fait ce calcul rationnel,
Et j'ai commencé à envisager cette possibilité. J'ai eu la chance d'avoir le soutien financier de mes parents. Et du coup, cette voie s'est concrétisée. Pour le choix de l'école, comme je vous disais, je connaissais personne dans le monde de l'aérien, enfin quasiment personne. Donc c'était très difficile d'avoir des infos. À travers les forums, j'avais cru comprendre qu'il y avait 3 grandes écoles qui étaient CAE, FTE et L3. À l'époque, c'était L3, je crois. Je sais pas exactement comment mon choix s'est porté sur CAE. En tout cas, j'ai fait les sélections CAE. Je les ai réussies. Et j'ai directement intégré CAE. En fait, c'est la seule école pour laquelle j'ai fait les sélections. J'ai pas fait de sélection ENAC ni rien. Ni cadet Air France, ni rien. Aujourd'hui, après coup, si j'avais été plus renseigné, j'aurais pas du tout fait comme ça. C'est pas ce que je recommande en premier choix. Alors, qu'est-ce que tu recommandes, tiens? Alors, moi, ma recommandation, parce qu'on me pose souvent la question, ma recommandation, c'est tenter tous les programmes cadets de toutes les compagnies, parce que c'est un énorme avantage financier. Il y a une certaine garantie d'avoir du boulot à la fin. On n'est jamais sûr à 100%, mais ça aide quand même. Si les programmes cadets ne fonctionnent pas, les programmes MPL, un peu le même principe, c'est moins cher et il y a plus de chances d'avoir du boulot. Si ces deux voies-là ne fonctionnent pas, dans ce cas-là, on s'oriente vers les écoles privées. Alors, est-ce que tu peux détailler, justement, pour les gens qui ne savent pas, ce que c'est que le MPL? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très démocratique. Ouais, alors c'est pas un truc que je connais très bien, parce que je l'ai pas fait moi. Et ça dépend aussi des compagnies. Elles font pas toutes le même programme. Et donc MPL, ça veut dire Multi-Pilot License. Peut-être que vous allez me corriger un peu. Vous connaissez sûrement mieux que moi le MPL. Mais donc ça diffère de l'ATPL, qui est l'Airline Transport Pilot License, dans le sens où avec un MPL, on peut piloter qu'un avion avec un équipage composé d'au moins 2 membres d'équipage. Donc c'est spécifique, ça a été créé spécifiquement pour entre guillemets accélérer la formation et faire une formation plus spécifique pour les cadets qui veulent s'orienter vers la ligne, directement vers la ligne. Et donc ils ont un contrat avec une compagnie où ils vont généralement faire moins d'heures de vol, plus d'heures de simulateur directement sur l'avion qu'ils vont utiliser avec la compagnie, donc beaucoup plus ciblé pour la suite du travail, quoi. Voilà. C'est purement en fait une formation pilote de ligne, quoi. Ouais, c'est pilote de ligne. Voilà, pour information, faut dire aux gens que avec la MPL, ils pourront pas piloter un aéroclub parce qu'ils n'ont pas de licence de pilote privé, ils n'auront pas de licence CPL, ils pourront pas faire du largage para, ils pourront pas faire tout ça, quoi. Ils pourront faire que de la ligne en fait dans la compagnie. Donc tout ça, ça a été monté par les compagnies aériennes pour que ça coûte moins cher à former les pilotes en fait. Ouais. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que j'avais entendu que c'était possible. Il y avait une conversion pour de ton MPL avoir une licence classique. Voilà. Je sais pas si ça se fait à 1500 heures quand tu. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'il y a une passerelle en tout cas. Ouais. Bah tu dois récupérer une partie de l'expérience MPL pour la convertir en tant que pilote, mais je pense que c'est pas gratuit ça. Hein. Il doit y avoir un certain nombre d'heures à faire et puis des modules à passer, tout ça. Hein. Ouais. Je pense. Hein. C'est ce que dit Cargolut, ce problème du MPL, c'est que tu es boundé, donc rattaché à un avion et une boîte. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes qualifié sur un avion dans une compagnie, vous ne pouvez pas forcément passer dans une autre. Alors pardon, il y a juste un truc que j'ai oublié de préciser. L'ordre que je vous ai donné, d'abord cadet, ensuite MPL, ensuite école privée, c'est si ce qui vous intéresse, c'est la ligne. C'est uniquement dans ce cas-là. Si vous voulez faire autre chose, évidemment, c'est un ordre différent. Puisque, comme on disait, le MPL, c'est pour faire de la ligne. Alors, il y a Rips Côte de Bœuf qui nous dit, joli pseudo, qui nous dit « Tu peux unfreeze à 1500 heures et tu as toutes tes licences par la suite. » Voilà. Si Rips Côte de Bœuf le dit. Donc, ça serait peut-être un sujet à faire, ça, tiens, le MPL, qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Le MPL, on devient... Ouais. On peut, comment on peut faire ça doit se trouver sur Internet, de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très connu en France encore. Ouais. Et c'est vrai que ça a été fait, vu l'automatisme maintenant des avions,
Je veux dire, c'est dans la logique un peu des compagnies aériennes de former les jeunes directement à pilote de ligne pour gérer en fait l'automatisme des avions et avoir moins besoin de entre guillemets de pilotes, quoi, comme on les formait dans le temps. Ouais. Bah, honnêtement, des retours que j'ai eu des instructeurs, des TRI sur 320 notamment, ceux qui sortent d'un MPL et qui ont fait 140 heures de simu sur un 320, bah, quand ils arrivent en ligne, en line training, ils sont beaucoup mieux préparés que un cadet qui sort d'une formation privée classique, qui a juste fait la QT avec 40 heures de simu. C'est pas pareil. Ouais. L'objectif Donc, n'est pas le même non plus. C'est ça, exactement. Ouais, c'est Tranquille Achète qui nous dit « Si je dis pas de bêtises, ce NPL permet de rentrer en ligne sans les autres privilèges plus la MCC déjà faite. » Ouais, généralement dans les MPL, il faut un package tout compris, quoi. C'est de 0 jusqu'à la ligne, donc QT comprise, tout compris. Et donc, Cargolux précise aussi qu'on peut convertir à 1500 heures, donc unfreeze, si tu as la TPL théorique. Voilà, donc il faut quand même passer les modules, etc. Voilà, ouais. on se renseignera un petit peu là-dessus, et puis ça serait l'occasion de refaire une petite émission spéciale, pourquoi pas. Voilà, l'article 515 de mémoire est très fort. Bravo Pierre. Connais les articles par cœur. C'est ça. On a 2 petites questions, n'hésitez pas à faire comme nos amis, à poser justement ces questions, on les aborde. Hein. Cynthia justement, qui demande qu'est-ce que tu préfères le plus en A320 et ce que tu préfères le moins? Ça peut être tout, pilotage, instruments, ergonomie, etc. Ah, c'est intéressant. Bah alors, bon, déjà moi c'est le seul avion de ligne que j'ai piloté, donc j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de confort, c'est quand même très agréable. On a de la place, on a des automatismes, on a des protections. Et quand on fait sur les sièges. Exactement. Enfin, en tout cas, ils sont confortables. Comme dans les R16. Ouais. Les sièges sont confortables, on a de la place, on a tout ce qu'il faut. On a la tablette pour manger, le fameux débat pour opposer à Boeing. Et je pense que pour faire des longues journées, quand on travaille beaucoup, c'est très confortable. Et en même temps, c'est aussi pour moi l'inconvénient, c'est que moi, ça me manque de faire du petit avion, de vraiment sentir l'avion, le vrai pilotage, quoi. Ah oui. Qu'on ressent moins sur un 320. Et du coup, t'es inscrit dans un aéroclub là à côté, non? Alors non, parce que là actuellement, je suis basé en Italie. Ah bah voilà pourquoi il connaît Mélène. Bah oui, j'habite pas loin de chez MLN. On s'est jamais vu, mais bon, c'est un autre sujet. Bah voilà, c'est l'occasion d'aller manger une pizza tous les deux. Ouais. Mais ouais, dès que je reviens en France, je vais remettre mes licences à jour et m'inscrire à l'aéroclub parce que ça me manque vraiment. Ben voilà, ça c'est une bonne chose. Faire vivre aussi l'aviation légère. Dans les questions aussi, Pierre qui pose cette question, est-ce que Flight Sim, alors c'est une question d'Yvan. Ah non, utilisation. Ah non, Yvan, ça doit être utilisation d'Ivao. Est-ce que Flight Sim t'a aidé pour ta formation? Et est-ce que tu as utilisé Ivao? Je pense que c'est ça. Pour te perfectionner. Alors, Flight Sim, oui. Flight Sim, ça m'a énormément aidé. J'avais des retours mitigés des instructeurs quand on parle de Flight Sim. Chacun a son propre avis. Je peux vous le dire, moi, ça m'a aidé. J'en suis convaincu, je suis sûr à 100% que ça m'a aidé. Alors, pas dans toutes les phases. Je pense notamment au VFR, c'est pas le plus utile, Flight Simulator. Mais pour tout le reste, pour moi, c'est... En tout cas, pour l'IR, pour la MCC, pour la QT, tout ça, Flight Sim, c'est un outil extraordinaire. Moi, je faisais pas d'Ivao. J'ai découvert Ivao très tard, en fait. J'avais déjà mes qualifications. Donc, je peux pas dire qu'Ivao m'a aidé, mais je suis convaincu aussi que c'est un très bon outil, même si on apprend et c'est pareil pour le simu, on apprend des conneries, et après, faut savoir faire. C'est ça, faut apprendre à désapprendre, ce qui est pas forcément évident. Mais pour moi, la balance, elle est largement positive et ça vaut largement le coup de faire du simulateur. Non, mais ouais, je rebondis parce que tu as raison, le simulateur de vol, même Flight Simulator, c'est grand public, mais ça aide beaucoup en fait. Ça dépend comment on l'utilise.
en fait, ça apprend pas à piloter, mais ça apprend plutôt à gérer un vol. Tu vois, même en VFR, on peut apprendre à gérer son vol avec Flight Sim. Moi, c'est ce que je faisais quand j'ai passé mon CPL. Je me mettais sur Flight Sim, j'allais télécharger à TB20 parce que je passais mon CPL sur TB20 et j'arrivais à gérer avec la méthode qu'on m'avait apprise. Donc j'arrivais à gérer mon vol VFR et puis pour les vols IFR, c'est pareil quoi. Et puis bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est comme il y a tout un univers de contrôle aérien, on peut vraiment gérer un vol IFR comme le réel. Donc c'est pour ça il y a des instructeurs qui sont peut-être contre, oui, effectivement, mais c'est pas fait pour apprendre à piloter, c'est plutôt fait pour faut prendre ça comme pour aider à gérer son vol en fait, même en VFR. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste que après, dans les étapes IR, MCC, etc., en fait, on s'intéresse très peu au pilotage. C'est une toute petite partie de ces étapes, et du coup, si on enlève le pilotage, qu'on regarde que les procédures, franchement, entre la réalité et le simulateur, c'est exactement la même chose. Pour moi, la seule différence, elle se fait au niveau du pilotage. Et c'est sûr qu'on n'aura pas les sensations du VFR au simulateur. Il faut avoir ses fesses dans un avion, il faut toucher aux manches. Après, pas de secret. Un 320, un 777 sur Flight Sim, c'est 95% du temps d'autopilote. Donc finalement, par rapport à la réalité, on est presque pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas l'odeur du café, il n'y a pas les hôtesses qui tapent à la porte, on n'est pas secoué par les turbulences. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Il y a la copine qui peut aller dans la cuisine faire le café. Puis... tu vas avoir des problèmes, Nico. Et puis la ramener. Mais non, mais la copine ou bien le copain, si c'est le pilote. Hein. Pourquoi pas. Voilà. Ou le copain, si c'est un mec pilote, ou peu importe. Ouais. À partir du moment où le café il est chaud. Donc tu arrives chez CAE, donc ton choix. Comment se passe ta formation? Sur quels avions tu voles? Comment est-ce que la formation se déroule dans le temps avec les différentes phases? Comment tu abordes tout ça? Alors, donc j'ai commencé CAE en septembre 2019. Alors si vous vous souvenez, c'est pas la bonne période puisque on a eu le Covid mars 2020, je crois, premier confinement. Donc sur le papier, la formation théorique devait durer entre 8 et 10 mois, je crois. En réalité, elle a duré quasiment un an, notamment à cause du Covid. Voilà, donc on a eu un an de théorie. C'était divisé en deux phases. Donc à l'époque, il y avait 14 modules, parce que comme IFR et comme VFR étaient séparés, et on n'avait pas le 100 KSA. 14 modules, 2 fois 7 modules à passer sur cette année. Voilà. Après ça, on allait à Phoenix pour faire la partie pratique, le VFR. Donc tout le VFR, on le faisait aux États-Unis à Phoenix. C'était très sympa. On volait sur PA-28. Alors, un truc assez particulier avec CAE, alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, en tout cas, c'était comme ça quand moi je l'ai fait. J'ai jamais passé de PPL. La première qualification que j'ai passée, en fait, c'était le CPL. Donc, comme on volait aux États-Unis, on avait une licence de pilote américaine, mais on passait quand même un CPL EASA. Et cette licence nous permettait de faire des solos sans avoir de PPL. Donc c'est un peu particulier. Mais on a fait nos heures solo, on a fait notre mûrissement, etc. On a fait nos heures sans avoir de PPL. Le seul inconvénient de ça, c'est que sur ma licence, il y a écrit CPL ME, donc un multimoteur. Et j'ai jamais été officiellement qualifié monomoteur, ce qui est très bête. Ok. Il manque la SEP. Ouais, il manque la SEP. Voilà, c'est ça. Quand tu passes ton CPL sur un multimoteur, tu es juste professionnel multimoteur. C'est ça. Tu pas professionnel single engine. C'est ce qui m'est arrivé aussi. J'avais passé mon CPL multi-engine, tout ça, et puis j'avais dû retourner aux États-Unis, et puis j'avais dû repasser le CPL single engine, en fait. Voilà. Donc j'ai jamais été qualifié monomoteur, ce qui est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Et après ça, on a fait. Tard, hein. Ça viendra. Très bientôt, j'espère. En N-1, c'est du mono. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Faut voir ça comme ça.
Et donc on oui. finit Phoenix sur PA44 sur Piper Seminole pour faire justement le CPL multimoteur. Après ça, on a été à Montpellier à un partenariat, alors pareil, je sais pas comment c'est aujourd'hui. À l'époque, CAE avait des problèmes de formation pour faire l'IR. Ils ont fait un partenariat avec l'ESMA à Montpellier. Et donc on a été envoyé à l'ESMA pour faire notre IR. Et on a terminé. Donc tu as avec volé la sur les MCC. DA40. C'était Les déjà DA42. Airways Aviation Academy à l'époque? Alors ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, je C'était crois que peut-être ça encore s'appelait l'ESMA l'ESMA. peut-être. Hein. Je crois que ça s'appelait l'ESMA. Ouais. Ok. J'y mettrai pas ma main à couper, mais je crois que ça s'appelait l'ESMA. Vous avez changé le nom déjà, Seb? Oui, c'est possible. Enfin bon, peu importe, hein, c'est du détail. Bon, en tout cas, voilà. Donc tu as fait du DA42. Du DA42, ouais. Ok. Donc NG. voilà, la zone de Montpellier, tu la connais. Hein. Garon, Oui. Montpellier, Perpignan, Béziers. Perpignan, je connais un petit peu. Ouais. Voilà, ok. D'accord. Ouais. J'ai passé mon IR à Carcassonne, sur la bah oui, RNP. la RNP, oui. Ok. Souvenir. Et donc du coup, ça dure combien de temps cette phase-là? Alors l'IR, c'était assez rapide, ça dure à peu près un mois. C'était assez intense d'ailleurs. Je me souviens plus combien on a d'heures de vol, d'heures de simu, honnêtement je pourrais pas vous dire, je pense que vous connaissez mieux que moi. Ça dépend des écoles en fait. Hein. Ok. De mémoire, c'était une trentaine ou quarantaine d'heures de vol, je crois. Je raconte peut-être n'importe quoi. En tout cas, ça a duré à peu près un mois. Ouais. Et après ça, on est allé à Bruxelles. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi là que j'ai fait la théorie. On est retourné à Bruxelles pour faire la MCC sur 737. Ok. Et alors, juste un truc que je vous ai pas dit non plus, c'est que là, quand je vais raconter, tout paraissait fluide, mais on a eu beaucoup de délais, beaucoup d'attentes entre chaque phase, ce qui fait que ma formation, au lieu de durer 18 mois comme prévu, elle a duré 3 ans. Ah oui, c'est quasiment x2. Ouais. D'accord. Bon après, c'est vrai que si on parle du Covid aussi qui est venu au milieu, ça n'a pas simplifié. Enfin, toutes les écoles ont été impactées. Hein. Oui, mais en fait, il y avait déjà des problèmes avant le Covid, et du coup, ils ont tout mis sur le dos du Covid. Ah, c'était Ouais, facile. bon. C'était facile, exactement. C'était la bonne excuse. Ok. Donc le MCC, qualification de pilotage en équipage, Ouais. à Bruxelles. Donc Ouais. là, tu arrives, tu as tout le package. Donc la fête pour fêter les licences. Et puis après, Ouais. comment ça se passe? Ouais, alors après, c'est. Bon, alors déjà, nous, quand on a fini la MCC, on était un peu dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que quand on a fait nos demandes de licence, il a fallu à peu près 3 mois pour tous les élèves de CAE pour recevoir la licence. À cause des délais de l'autorité qui avait choisi CAE pour traiter nos licences. Donc ça a pris du temps et grosso modo, sans licence, on peut candidater quasiment nulle part. Il y avait à l'époque, pareil, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il y a un partenariat avec EasyJet. Quand on sortait de CAE, le partenariat il consistait juste à garantir la possibilité de faire un entretien d'embauche. Donc c'est déjà bien. Parce qu'on sait que quand on sort d'école, c'est pas facile d'avoir un entretien. Donc au moins on avait l'entretien, après c'était à nous de faire le travail. Par contre, il fallait payer la QT. Ouais. Ça changeait rien. Et donc moi, une fois que j'ai eu ma licence, j'ai candidaté un petit peu partout. J'ai passé les entretiens EasyJet que j'ai ratés. Donc il y avait 2 épreuves. Il y avait eu un entretien de groupe, un entretien individuel. Et l'entretien de groupe, enfin les 2 entretiens se faisaient en vidéoconférence. Et pour moi, l'entretien de groupe en vidéoconférence, c'était pas possible. J'ai pas réussi à me placer correctement. Je trouvais ça très difficile comme exercice à distance. Ouais, c'est pas Donc, c'était évident. comme ça. Ouais. Normalement, un truc de groupe, justement, par définition, c'est en groupe. C'est compliqué de faire une évaluation. Voilà. Ah, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc j'ai raté là-dessus, mais bon, pas très grave. De toute façon, moi, je préférais éviter de payer pour ma QT si je pouvais. On t'avait donc j'ai annoncé un continué. prix à peu près? Ouais, c'était environ 35 000 €. Ouais. Oui, donc il si se on peut rajoute en éviter, plus au ouais. tarif de la formation initiale. Hein. Ouais. Ouais. Donc si on peut éviter, évidemment, c'est mieux. Donc j'ai candidaté d'autres compagnies, j'ai fait d'autres entretiens.
pour faire les entretiens Wizz Air en début 2023, que j'ai réussi. J'ai eu la réponse assez rapidement. Le problème, c'est qu'il y avait, juste pour parler rapidement de Wizz Air, on avait, en fait, globalement, dans toute l'Europe, il y avait un problème de capacité de formation pour la QT. Grosso modo, tous les simulateurs de 320 étaient surbookés. Et du coup, toutes les compagnies avaient un peu d'attente pour faire former leurs pilotes. Donc moi, j'ai réussi les sélections en avril 2023 et j'ai commencé la QT en octobre. Ouais. J'ai eu quelques mois d'attente. Voilà. Alors, comment ça se passe quand on t'annonce déjà? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, entre le moment où tu fais tes sélections, le moment où tu annonces la réponse, comment tu te sens au moment où on te dit « Ok, c'est bon, vous êtes pris ». Alors, donc les sélections, déjà, il y avait 4 étapes. Donc la première étape, c'était un entretien de groupe, donc comme EasyJet, mais cette fois c'était en présentiel. Pour moi, ça n'a rien à voir. Donc ça s'est beaucoup mieux passé. C'était un entretien de groupe et il y avait aussi un QCM ATPL. Donc ça, c'était la première étape. Quand on réussissait ça, donc on restait sur place et il y avait quelqu'un de l'organisation qui venait nous annoncer à la fin de l'épreuve si on avait réussi ou pas. Si on avait réussi, on était convoqué l'après-midi même pour un entretien individuel avec 2 pilotes de la compagnie qui nous posent des questions, surtout des questions techniques. On n'avait pas beaucoup de questions sur la compagnie, mais des questions techniques, tout ce que vous pouvez imaginer, des trucs très généraux et des trucs très spécifiques. Après ça, on rentre à l'hôtel, on n'a pas la réponse immédiatement, on a reçu la réponse dans la soirée par email pour nous convoquer au simulateur le lendemain matin, pour ceux qui avaient réussi évidemment encore une fois. Donc 3e étape, simulateur, et de ce qu'on nous a dit, si on avait réussi la 3e étape, c'était plus ou moins dans la poche. La dernière étape étant les tests psychologiques, psychotechniques, mais qui sont considérés, en tout cas, qui sont censés être une formalité. Puisque la sélection se fait normalement sur les 3 étapes précédentes. Donc on fait cette dernière étape, on rentre chez nous, et je crois que, je me souviens plus exactement, mais je pense à peu près une semaine après, on a eu la réponse nous disant si on avait réussi ou pas. Donc je reçois la réponse comme quoi j'ai réussi, explosion de joie évidemment. Le seul petit problème, c'est qu'il y avait pas de date. Il nous disait juste félicitations, vous avez réussi, on vous recontacte. Et donc là, l'attente est un petit peu longue parce qu'ils nous tiennent pas forcément au courant. Mais bon, au final, j'ai été appelé pour faire ma QT et là, c'était vraiment une nouvelle explosion de joie. D'accord. Ok. Oui, parce que je vois Wizz Air, c'est une compagnie hongroise. Ouais. Et ça se fait en anglais, du coup. Oui. D'accord. Donc la sélection, tout se fait en anglais. Alors, déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais déjà avant ça, CAE, tout était en anglais. J'étais à CAE Bruxelles. Il y avait une bonne partie de francophones, mais il y avait aussi des néerlandophones et des anglophones. Donc, tous les cours étaient 100% en anglais. On parlait anglais un maximum pour que tout le monde se sente intégré, pas qu'il y ait de groupes qui se forment. Phoenix, forcément pareil, tout en anglais. Tout CAE, c'était full anglais. Même quand on était à l'ESMA, on a essayé de garder l'anglais un maximum. L'anglais montpelliérain. Oui, alors c'est sûr qu'il y a une différence entre l'anglais de l'ATC de Montpellier et celui de Phoenix, mais bon. À peine. On a essayé de faire l'effort. Souvent, ils nous répondaient en français, mais bon, c'est pas grave. On connaît. On se débrouillait. Voilà, donc toute ma formation a été en anglais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et après, effectivement, Wizz Air full anglais. Voilà. Et on te dit tout de suite où est-ce que. Enfin, on te dit. Quand ils te recontactent, ils te disent tout de suite où est-ce que tu vas être basé, comment va se passer la formation, donc les simus, la découverte du vrai avion et tout le cursus. Ouais, alors on a rapidement, alors je me souviens plus exactement pareil de la chronologie, mais rapidement on a accès à toute la documentation à laquelle j'ai accès aujourd'hui, quoi. En tant que pilote, on a tous les manuels,
beaucoup de documentation. Au début, c'est un petit peu la jungle de savoir où sont les infos, quelles sont les bonnes infos à chercher et dans quel manuel, mais bon, on apprend. Mais donc, on sait comment va se passer le training. Et pour la position, enfin pour la base, pendant l'entretien, on te demande tes 3 bases préférées. Et en fonction des besoins opérationnels, tu les auras ou pas. Forcément, si tu demandes 3 bases où il y a déjà une liste d'attente plus longue que l'infini, peu de chances de les avoir. Même aucune. Si tu demandes 3 bases où il n'y a personne en liste d'attente, bon, tu as toutes les chances d'en avoir au moins une des 3, et voilà. Et on peut savoir ce que tu avais demandé, ce que tu as eu? Alors, je ne vais pas passer pour un bon élève. Je suis allé aux entretiens Wizz, je ne connaissais pas les bases. Bah oui, après, il faut connaître... Et je ne savais pas qu'ils allaient me poser la question, donc il y a quelqu'un qui sort de l'entretien individuel, qui me fait un petit feedback, il me dit qu'ils lui ont demandé quelle base il voulait. Je ne connaissais pas les bases, je lui ai dit t'as demandé quoi? Il m'a dit Varna, j'ai dit ok Varna. Je ne savais pas où c'était, je ne savais pas placer Varna sur une carte, j'ai demandé Varna. Alors c'est où Varna? Eh ben c'est sur la côte est de la Bulgarie. D'accord. Et du coup tu as dit ok Varna. Bah apparemment. Bon. Et j'ai pas eu Varna, j'ai eu Sofia. Ah oui, d'accord. Aussi en Bulgarie. Voilà. Bon, si je m'étais un peu plus renseigné, j'aurais pas choisi la Bulgarie, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, parce que c'était pas forcément qu'en Bulgarie, tu pouvais aller ailleurs. Il y avait toute l'Europe. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une base en France? Non, pas de base en France. Donc les avions viennent en France, mais ils sont pas basés, quoi. Ouais. Non. La base la plus proche pour moi, et c'est celle dans laquelle je suis actuellement, c'est Malpensa. Donc Milan. Okay. Et alors, tu t'y sens bien? Tu veux rester? Comment ça se passe? Je m'y sens bien, c'est une très bonne compagnie. Je suis très content. J'ai quasiment aucun reproche à faire. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que j'aimerais vivre en France pour la vie perso. Mais en tout cas, d'un point de vue pro, j'ai pas grand chose à dire. En première compagnie, c'est vraiment génial. La formation est bonne, on paye pas directement la QT, ce qui est un énorme avantage comparé à EasyJet, Ryanair. Et le quotidien, justement, tu voles beaucoup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu peux nous faire un petit planning de ta semaine environ? Je sais que des fois, c'est pas pareil d'une à l'autre, mais en moyenne. Alors, ça dépend aussi beaucoup des bases. Je volais beaucoup plus quand j'étais basé Sofia que maintenant que je suis à Milan. Je ne sais pas vous l'expliquer. Alors, à Milan, en fait, c'est une très grosse base. On a beaucoup de stand-by. En fait, on a des équipages en stand-by à Milan qui peuvent, au cas où, aller n'importe où dans le réseau pour secourir un avion, un équipage ou des passagers qui sont bloqués à un endroit pour X raisons opérationnelles. Ça part souvent de Milan. Donc, on a des équipages en réserve. Donc, nous, ça nous fait beaucoup de stand-by. Sinon, moi j'ai un emploi du temps fixe, donc c'est toujours le même pattern qui se répète. Donc je travaille 5 jours et j'ai 4 jours off après. Donc c'est plutôt confortable. Ça me permet de rentrer chez moi de temps en temps. Et j'ai demandé pour l'année prochaine, il y a un autre type d'emploi du temps fixe. Pour ceux qui sont commuteurs, on appelle, donc ceux qui vivent loin de la base. Il y a un emploi du temps fixe en 14-7. Donc on passe 14 jours à la base, et ensuite on a 7 jours off. Donc ça nous fait une semaine de vacances, entre guillemets, par mois. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Ça nous laisse largement le temps de rentrer, c'est plutôt cool. Et du coup, tu voles plutôt de jour, de nuit? Combien de vols par jour? La durée des vols, c'est variable? Ouais, la durée est très variable. Plutôt de jour, de nuit. Il te demande ta préférence. Tu peux choisir plutôt. Alors généralement, c'est soit on te demande matin ou pas matin, quoi, on va dire. Donc matin, c'est la première vague, donc c'est entre le reporting, enfin donc le check-in entre 4 et 7 heures du matin, quoi, on va dire. Et si c'est pas matin, c'est tout le reste de la journée, quoi. Ok.
Donc ils te demandent, après ils respectent pas toujours à 100% ce que tu as demandé, mais c'est relativement bien respecté, ils le suivent au maximum. De temps en temps, tu peux avoir un vol qui respecte pas ta préférence, mais bon, c'est comme ça. La durée des vols, bah justement, en fait, si tu es du matin, la plupart des vols du matin sont plutôt courts, à Milan en tout cas, hein. Ça dépend énormément des bases. À Milan, les vols du matin sont plutôt courts. Les vols de l'après-midi sont plus longs. On va au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Ouais. Le réseau est très large en fait. Ça vous permet d'avoir plein de. Est-ce que les équipages sont aussi, accrédités pour un aéroport ou plusieurs aéroports? C'est-à-dire que vous faites tout le temps les mêmes, ou alors on vous envoie n'importe où sur le réseau? Non, on peut être grosso modo envoyé n'importe où. Alors il y a certains aéroports qui ont des qualifications spécifiques, mais tous les équipages de la compagnie font cet entraînement spécifique au cas où un jour ils doivent y aller. D'accord. Notamment on a un training pour j'ai oublié le nom, Sarajevo. Où il y a du terrain tout autour et en cas de panne moteur, il y a une procédure de remise des gaz bien spécifique pour éviter le terrain. Et donc, moi, j'ai jamais été de ma vie à Sarajevo, mais je suis qualifié pour y aller. Et ça se fait au SIMU, ça, je suppose? Au SIMU, ouais. D'accord. Ok, ça marche. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y en a 4 là qui sont de côté. La première, c'est Fiemon qui la pose. Lorsque tu prends l'avion en place arrière, donc en passager, est-ce que tu vas saluer les PNT si tu les connais? Ou alors tu t'abstiens parce que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse? Parce que c'est pas forcément pro. Comment tu vois les choses? Non, si je les connais, évidemment, je vais dire bonjour. Je vais pas les embêter plus que ça. Juste saluer, dire bonjour. Si vous êtes passager, vous ramenez de la bouffe aux équipages, ça fait toujours plaisir. Là, vous pouvez nous déranger autant que vous voulez. Si vous ramenez des chocolats, ça passe. Ah ben voilà, c'est des petites infos, c'est pas mal. Petite astuce que je vous donne. Non, vraiment... pas d'alcool, surtout... par contre. Non, pas d'alcool. Surtout si on se connaît, oui. Non, ça pose pas de problème d'aller au moins dire bonjour. C'est même plutôt bien vu, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que, dans votre compagnie en tout cas, vous tolérez justement les gens, les jeunes, quelqu'un qui dit tiens, il y a mon fils, il aimerait bien voir le cockpit, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a des compagnies qui sont complètement réfractaires à ça. Alors voir le cockpit, oui, avant et après le vol, ça c'est possible, bien sûr. Les jump seats, par contre, on peut pas. On n'a pas le droit de le faire, on le fait pas du tout, pour des raisons de sécurité. Mais par contre, voir le cockpit, oui, il n'y a pas de souci. On le fait régulièrement. Il y a souvent, généralement, c'est toujours des enfants en bas âge. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours vu des enfants en bas âge. J'ai rarement vu de passionnés qui passent, enfin, qui viennent nous voir. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de venir voir le cockpit, osez demander. Alors, c'est écrit on va dire, c'est écrit dans le Manex. Pas de jump seat. Par contre, c'est pas écrit non plus à discrétion, je sais pas moi, du commandant de bord, parce qu'on prend certaines compagnies, par exemple Transavia, on en parlait tout à l'heure. Je sais que c'est à discrétion du commandant de bord, donc c'est à lui d'évaluer, on va dire, quelque part, le risque potentiel d'accepter ou pas accepter. Non, en fait, nous, c'est clairement écrit. En fait, il y a une liste des personnes acceptées dans le cockpit. Et évidemment, les passagers n'en font pas partie, même la famille, même ma femme, si je suis marié, ne peut pas rentrer. Ah ouais. Ok. C'est pas possible. D'accord. Alors évidemment, en théorie, le commandant de bord est le seul maître à bord. Si lui prend la décision de... je sais pas comment dire, de valider ou les règles de d'accepter la quelqu'un. compagnie. Ouais. Mais c'est aller directement à l'encontre de ce qui est écrit dans les manuels, quoi. Ouais. Ok. Donc ça ne se fait pas. Une bonne chose non plus. Voilà. Non, c'est clair. Ok, cette question qui est un peu plus pragmatique et que de Pierre, qui demande, et quid des salaires du coup dans une compagnie comme Wizz Air? Je suis un peu embêté, je sais pas si je peux donner des chiffres. C'est comme, ou on peut simplement dire c'est comme ailleurs, ça se vaut, c'est un petit peu mieux, c'est moins bien? Ce que je peux vous dire, c'est que comparé à ce
qui est comparable, c'est-à-dire EasyJet, Ryanair. Les salaires, en tout cas en tant que débutant, sont comparables. Peut-être légèrement inférieurs, mais on n'a pas payé l'AQT. Et du coup, pour moi, la balance est largement positive côté Wizz Air. Et le salaire dépend aussi des bases, peu importe la compagnie. Ils indexent plus ou moins le salaire sur le coût de la vie dans lequel on est basé, le pays dans lequel on est basé. Et donc le salaire peut grandement varier en fonction des pays. D'accord. Ok. Mais en tout cas, en première compagnie, moi j'ai rien à dire. Même niveau salaire, sans avoir payé l'AQT, c'est foncé. Ok. Bon ben voilà. Est-ce que le part-time, demande Cargolux, serait envisageable dans l'organisation du travail de la compagnie ou pas? Alors chez nous, le part-time, il se fait que chez les captains. Il n'y a pas de part-time pour les first officers. Donc je suis encore loin de l'upgrade. Je me considère plus proche du début que... T'as un ordre d'idée des gens qui passent à gauche, justement? Combien de temps ils mettent dans la compagnie? Ouais, alors chez Wizz Air, en fait, normalement, dès la semaine prochaine, pour moi, je vais commencer ce qu'ils appellent le... comment ils appellent ça? J'ai oublié le nom, c'est pas très grave. Un programme pour commencer progressivement l'initiation doucement vers la place gauche. C'est le mentoring. Donc en fait, on choisit un capitaine qui est autorisé à faire ça. On en discute avec lui. Et il devient notre mentor officiel et il va nous donner ses petits conseils, on va discuter, donc on a un vol par mois minimum prévu avec lui pour discuter de sujets et d'autres, de ce que c'est que d'être capitaine, etc. Voilà. Et normalement chez Wizz Air, à partir de 2700 heures de vol, on commence à vraiment regarder ton dossier, commencer l'évaluation, etc., voir si tu es prêt. Et le but étant de commencer l'upgrade à 3000 heures. Ah oui, ok. Donc, de toute façon, avant 3000 heures, c'est 3000 heures totales ou de transport public de passagers chez Wizz Air? C'est 3000 heures factorisées, je crois. Donc, ils ont des facteurs, ils ont un coefficient qu'ils appliquent en fonction du type d'expérience. Donc, par exemple, General Aviation, toutes mes heures que j'ai fait à CAE, par exemple, elles sont multipliées par 0,3. Elles comptent que pour 30% des heures, comparé à des heures sur A320 chez Wizz Air. Si j'ai fait des heures sur A320 dans une autre compagnie, je crois que le facteur c'est 0,8, je crois, de mémoire. Donc en fait, c'est pour dire que les heures de Wizz Air sont meilleures que les autres. Dans leur référentiel. Pour l'upgrade, en tout cas, c'est que t'es plus dans la mentalité Wizz Air, tu connais comment fonctionnent les opérations, etc. Donc, ça se comprend que tu sois plus proche de l'upgrade Wizz Air que si tu as travaillé pour une autre compagnie, quoi. Et l'objectif par rapport à d'autres low cost, qu'on a cité déjà, c'est plus de garder le personnel, ou il y a aussi quelque part cette idée de faire du turnover, beaucoup, de la rotation de pilotes, quelque part, de nouveaux arrivent, d'autres partent, etc. Alors, ils s'étendent énormément, ils ont besoin d'énormément de pilotes. Ils cherchent au maximum à retenir le personnel. Évidemment, il y a un turnover qui est inévitable, mais dans la plupart des pays, parce que Wizz Air étant essentiellement basé en Europe de l'Est, dans la plupart des pays dans lesquels Wizz Air est basé, Wizz Air est la meilleure option en réalité. Donc, par exemple, quand moi j'étais à Sofia, je discutais avec les capitaines bulgares qui étaient basés là. Eux, ils étaient ravis parce que c'est la meilleure compagnie pour eux, pour vivre chez eux à Sofia. Ils étaient très contents. Il n'y a pas de meilleure option. Donc là, sur ce type de base, il n'y a quasiment aucun turnover, quoi. D'accord. À part les first officers comme moi qui y sont assignés sans l'avoir vraiment choisi. T'as fait combien de temps donc en tout là-bas? J'ai fait un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, ok. Ouais. D'accord. Là, ça fait 6 mois que je suis à Malpensa à peu près. Alors justement, c'est MLN qui pose cette question, qui te demande comment est-ce que tu trouves la plateforme. Attention, il est un peu chauvin, hein, on le connaît. Bon, si je dois brosser MLN dans le sens du poil, je vais dire super. Non mais... il doit rire. C'est un gros aéroport. Moi, j'avais pas l'habitude avant ça.
Ça a des inconvénients. C'est géré par des Italiens. Piano piano, qui va piano va sano pour MLN. Donc ouais, parfois faut pas être pressé. Ça arrive souvent qu'on ait des problèmes au sol, qu'il nous manque les escaliers, machin, le GPU. On n'a quasiment jamais de GPU. Enfin, c'est des trucs qui n'arrivent qu'en Italie quasiment. Dans tous les autres pays, le service au sol fonctionne correctement. À Milan, bon, c'est plus compliqué. avec. Voilà. Ok. Et au niveau de l'italien, justement, il demande si tu progresses. Non, pas du tout. Ah ben voilà, ça c'est fait. Ok. Je voulais savoir, quand tu arrives dans une compagnie comme ça, donc copilote à droite, je veux dire, est-ce que les commandants de bord sont bienveillants quand tu es tout jeune, comme ça tu arrives, et puis, bon, tu as certainement beaucoup d'entraînement, et puis, sur les simus, quoi, mais je veux dire, est-ce que tu dois avoir quand même un certain stress? Est-ce que les commandants de bord sont bienveillants par rapport à ça, par rapport aux copilotes? J'en ai pas beaucoup parlé, mais donc on commence, quand on arrive en compagnie, on commence par la qualification type. Donc là, c'est que du simulateur. On fait, généralement, c'est à peu près 40 heures de simulateur sur, moi, c'était sur un 320. On finit ça, on est théoriquement qualifié à 320 à une seule condition qui est de faire ce qu'on appelle le base training. Donc on prend un A320 vide, affrété pour le candidat et éventuellement d'autres candidats qui font le même exercice. Un instructeur, un safety pilot en plus, au cas où le commandant de bord devient incapacitated, juste quelqu'un qui puisse poser l'avion et qui est qualifié. Et on fait des tours de piste en A320. On doit en faire 6 minimum, on doit faire 6 atterrissages et une remise des gaz. Une fois qu'on a fait ça, on est officiellement qualifié à 300. D'accord. Sauf que pendant la QT, on a fait 99% du temps, ce qu'on a fait, c'était des emergencies, donc la résolution de panne, gestion de panne, différents scénarios qui sont très complexes, qui sont importants à apprendre, parce qu'évidemment on peut pas les apprendre dans la réalité, on les apprend pendant la QT. Mais le problème c'est qu'on arrive du coup après on arrive dans les opérations réelles et en fait on sait pas vraiment comment se passent les opérations réelles. Ouais. Donc quand on arrive dans un vrai avion avec des vrais passagers... Comment ça se passe à vol normal finalement? C'est ça. Donc les premières étapes, on a ce qu'on appelle le line training. Donc à notre gauche, c'est pas un capitaine standard, on va dire, c'est un line training captain. Donc c'est un capitaine qui est instructeur, qui est formé pour ça, qui est certifié pour faire de l'instruction en ligne. Et en plus de ça, pendant les premiers vols, il y a aussi, comme pendant le base training, il y a un troisième pilote qui est assis sur le jump seat à l'arrière, qui est là pour 2 raisons. La première, c'est que les premiers vols, le nouveau jeune copilote en place droite, il est complètement derrière l'avion, il a du mal à suivre tout ce qui se passe. Donc c'est le line training captain qui fait quasiment tout. Et c'est pas un avion qui est fait pour être volé tout seul, donc il peut faire des erreurs, il peut faire des oublis. Donc, celui qui est assis à l'arrière en jump seat, il est là pour vérifier qu'il n'y ait pas d'oubli, en tout cas pas d'oubli important, et les signaler le cas échéant. Et il est là aussi, même scénario que pour le base training, le capitaine fait un arrêt cardiaque, je ne sais quoi, il peut pas poser l'avion. C'est une grosse responsabilité de laisser ça à quelqu'un qui a 3 heures de vol sur le vrai avion. Donc il y a quelqu'un de plus expérimenté qui est là au cas où. Et donc ça c'est le line training. Ça dépend des compagnies. Pour la durée du line training, chez Wizz Air c'était 60 secteurs. Donc ça représentait à peu près 2 mois. Donc c'est 60 étapes on va dire. Ouais. 60 allées quoi. Ouais. Ou 30 allers-retours si vous voulez. Ouais. Voilà, donc moi ça a pris à peu près 2 mois. Et une fois qu'on a fini ça, on est released. Et donc on peut voler avec des captains qui sont pas line training, enfin donc qui ne sont pas instructeurs, des captains normaux. Et voilà. Comment tu as senti ta progression justement entre, on va dire, les 5, 10 premiers vols? Parce que le premier, c'est sûr qu'on se dit, oulala, on va pas être derrière, etc. Allez, les 5-10 premiers vols, et puis au moment où tu es release, est-ce que tu as vraiment senti un step-up? Honnêtement, oui. La courbe de progression, enfin, pour moi, elle est hallucinante. Le premier vol, on va même pas en parler, parce que moi, j'étais vraiment pas bon au premier vol.
Mais alors que franchement, toutes mes étapes de mon training se sont hyper bien passées. Et je pense que c'est normal de pas être bon au premier vol. Moi, je suis sorti du premier vol, je me suis dit waouh, mais ça va être compliqué quoi. Parce que j'étais l'avion, on avait atterri à Lisbonne, moi j'étais encore à Sofia quoi. J'étais tellement derrière, j'étais vraiment dans les choux. Mais ça vient très vite, c'est justement parce qu'on est plongé dedans, c'est très intense. Ça vient très vite. Bon, On te met la pression quand même un petit peu ou pas? Une pression saine, on va dire. Ouais. T'as une pression, mais on cherche à ce que tu réussisses. On cherche pas à te faire rater. En plus de ça, il y a quand même des passagers à l'arrière, donc on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On fait pas des exercices. Enfin, on n'est pas au simulateur, quoi. Donc il y a une vraie responsabilité. On fait certains exercices pendant le line training, mais c'est pas des trucs que les passagers ne vont pas se rendre compte, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a une progression qui va très vite au début, heureusement, parce qu'on commence de très bas. Et après, on continue à faire des petites erreurs par-ci par-là. Même après la fin du line training, on continue à faire des petites erreurs. Honnêtement, moi, je suis sorti de QT, j'avais l'impression de tout connaître sur l'avion. Je suis arrivé en line training, je me suis dit, ok, je connais absolument rien. J'avais fini le line training, je me suis dit, bon, là, c'est bon, je connais tout sur l'avion. Je connaissais absolument rien. Etc., en fait, etc. C'est aussi l'avantage du métier de pilote, c'est qu'on apprend toujours. On apprend tout le temps. Donc maintenant, j'ai 1000 heures. Je commence à me dire que... j'ai plus la prétention que de dire que je connais tout, ça c'est fini. Mais je commence à me dire que je comprends à peu près ce qui se passe. Il y a plus d'erreurs. Enfin, évidemment, on en fait tous des erreurs, mais il n'y a plus d'erreurs récurrentes comme on faisait au début. Des erreurs de débutants, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Avec des erreurs humaines. Ouais. Donc, en fait, il te reste 1700 heures pour commencer d'envisager de passer à gauche, de commencer le mentoring, etc. Alors, commencer le mentoring, on peut le faire. Là, je vais commencer normalement, le mois prochain, je devrais commencer le mentoring. En fait, à 2700 heures, ils vont déjà regarder tout ce que tu as fait pendant le mentoring pour évaluer si tu peux éventuellement passer en place gauche. Ok, d'accord. Alors oui, on parlait aussi de demain, parce que là, Wizz Air, voilà, ça se passe bien. Est-ce que tu comptes rester dans la compagnie, passer à gauche, comme ce qu'on vient de dire, commandant de bord, ou est-ce que tu peux aussi rêver à d'autres horizons, d'autres compagnies, d'autres métiers? Comment est-ce que tu vois ton avenir demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, d'autres métiers, non. Je crois que j'ai trouvé ma voie, ça me plaît énormément. Éventuellement, un peu de diversité dans le métier, on peut toujours, notamment chez Wizz Air, mais dans toutes les compagnies, il y a quelque chose de similaire. On peut agrémenter les heures de vol de métiers dans les bureaux. On peut faire un complément. Parce que généralement, quand on a 15 000 heures de vol, on aime toujours voler, mais si on peut voler un peu moins, c'est pas plus mal. Donc pourquoi pas un jour faire ça. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé partager ma passion. Donc dès que possible, je vais faire de l'instruction. Je sais pas encore sous quelle forme. Pourquoi ça m'étonne pas? Je sais pas encore sous quelle forme, je sais pas si je vais faire TKI ou si je veux plutôt m'orienter TRI ou même instructeur en aéroclub. Honnêtement, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Faire l'UFI, je viendrai faire un stage avec moi. Avec plaisir. J'aimerais passer mon UFI avec toi. Peut-être, franchement, peut-être. Pour l'instant, oui, je sais pas du tout. Oui, mais on aurait peur. Hein. Voilà. D'accord. Et peut-être le long courrier, non? Ouais, peut-être. Pareil, pour l'instant, c'est pas un truc qui m'attire, parce qu'honnêtement, on fait déjà des vols de 5 heures, et je vais pas vous mentir, au bout de 5 heures, j'en peux plus. Ouais. Parce que je préfère faire des vols courts, parce que comme je vous disais, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même piloter. Bon, alors même s'il y a un 320, c'est pas pareil qu'un PA28, c'est quand même sympa d'atterrir un A320. Sur 5 heures... Ils font du long courrier, Wizz Air? Alors non, mais on va recevoir des A321 XLR
Donc on va bientôt s'attaquer à des routes un petit peu plus longues. Voilà. Ok. Il y a Cargolus qui dit viens sur long courrier, on est bien. Je sais. De toute façon, Cargolus, c'est bientôt ton tour. Hein. Tu vas être à la place d'Achille dans la zone bientôt. Hein. Il y a des tas de gens qui vont pouvoir te poser des questions, donc il va falloir y passer. Hein. Ouais. C'est la dure loi des pilotes qui arrivent dans la zone aéro, hein, de toute façon. Hein. Il nous expliquera qu'est-ce qu'il fait pendant ces longs vols de longs. Je peux déjà vous dire, il mange des sandwichs. On saura. Ah bah tiens, justement, il y a une question à propos de... Il va peut-être pouvoir jouer à Sky Team. Voilà. Avec le copilote. Il y a une question de Philémon. Il y a 2 questions de Philémon, justement, à propos de bouffe, puisqu'on parlait maintenant. On parlait des chocolats tout à l'heure, offrir des chocolats, c'est risqué ou pas? Puisque normalement, on ne mange pas la même chose, donc est-ce que c'est pris en compte ou pas, ça? Oui, alors, c'est vrai que j'ai toujours entendu ça aussi. C'est pas écrit dans les manuels, j'ai jamais vu ça écrit dans les manuels. Vous mangez pas? Si, on mange. On a la compagnie qui fournit des repas. Généralement, il y a 2 repas différents, mais c'est même pas toujours le cas. Donc ça arrive qu'on mange la même chose. C'est peut-être parce que les vols sont plus courts aussi? Peut-être. Honnêtement, je saurais pas trop te dire. Bon, si on peut éviter de manger la même chose, on le fait, mais... Et puis de toute façon, si vous nous offrez des chocolats, on n'est pas obligé de les manger pendant le vol, on peut les manger après, les ramener à la maison. Exactement. Ça sera pas perdu. C'est l'intention qui compte. Et cette autre remarque de Philémon qui disait, c'est la question d'entretien d'embauche, où voyez-vous dans 10 ans? Certains candidats répondent, à votre place. Ouais, c'est vrai. C'est une réponse un peu culottée, mais... Mais Philémon, il ose tout, hein, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais. Ouais, Netflix sandwich, nous dit Cargolus. On en parlera un de ces jours. Faut que tu viennes nous voir. Faut nous envoyer un message sur Discord, et puis hop, on met le truc en place, puis ça se passe bien, Achille. D'ailleurs, la preuve, hein. On t'a pas martyrisé. Non, pas du tout. Bon, voilà. On serait pas déçu avec Cargolus, je peux vous le dire. Écoutez, il est déjà 20h02 UTC, donc 22h02, ça passe hyper vite. Je vous propose tout de suite de tourner la dernière page de l'émission. La séquence foire aux questions, remise de gaz. J'ai encore 2-3 petites questions, et si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser, parce qu'on les aborde tout de suite. Maintenant, c'est parti. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Voilà, avec Arline qui vous incite à poser votre question. Elle est dynamique. Oui, la question que je vais te poser, parce que tu parlais d'instruction, tu parlais de partager tes streamers, et d'ailleurs c'est aussi comme ça un peu qu'on s'est connus, c'est qu'on t'a vu, enfin je t'ai vu chez énormément de streamers qui font du Flight Simulator, donc retour aux premières amours si j'ose dire. Tu fais aussi des lives? Ça m'arrive. Alors raconte-nous un petit peu cette facette, justement. Ouais, alors c'est vrai que je passe beaucoup de mon temps libre sur Twitch, j'aime beaucoup ça, que ce soit avec des experts comme Togalog par exemple, qui sont qualifiés IRL et qui font des lives sur le simu, ou même des grands débutants. Moi j'aime partager avec tout le monde, donc je passe beaucoup de temps sur Twitch. Je fais des lives, moins récemment parce qu'à Milan j'ai une connexion pourrie qui me permet pas de streamer. Par contre j'ai une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, je fais ma pub, je fais des tutos. Je pense que c'est des trucs qu'on voit pas partout sur la 320. J'essaie d'aller dans les détails qu'on voit pas dans les vidéos généralement. Voilà. Donc j'ai une chaîne YouTube. Je suis plus actif sur YouTube en ce moment que sur Twitch. C'est quoi la chaîne? Comme ça, on va la mettre dans le lien, dans le chat en même temps. C'est une très bonne question. Tu peux la mettre à la limite, hein. Tu peux faire un copier-coller. On remercie Julot qui t'a fait aussi une dédicace sur ta chaîne Twitch. Voilà. Et bonsoir Oxfire Fox, qu'on voit aussi beaucoup dans les streams. Chez Cumulus d'ailleurs, Cumulus 69. Il y a pas mal de vrais, on va dire, pilotes de ligne aussi qui font du stream, qui partagent. C'est aussi sympa. Tout ça, et puis évidemment on pense aussi aux émissions peut-être un peu plus traditionnelles, différentes. On pense à MLN justement qui fait du contrôle aérien virtuel à Orly, qui a aussi les émissions on va dire culture aéro. Il y a de plus en plus de choses au niveau de l'aérien sur Twitch,
Vous en parlez, vous, un petit peu, entre les collègues comment vous le voyez, ça? Tu veux dire, est-ce que je parle avec les gens de la sphère Twitch ou est-ce que j'en parle avec mes collègues Avec chez tout vous? le monde. Comment est-ce que tu vois l'impact que peuvent avoir des chaînes comme MLN, comme Pierre, comme The Flying Frog, comme d'autres d'ailleurs comment est-ce que tu vois ça? Moi, je suis hyper ouvert à tout le monde. Je trouve que c'est génial, peu importe le niveau d'expérience et d'implication. Je trouve ça génial qu'on partage tous c'est bateau ce que je dis, je me rends compte en le disant, mais je le pense vraiment. Je trouve ça génial qu'on puisse tous partager cette passion. Et donc pour moi, je suis complètement ouvert à tout le monde et je vous conseille de foncer. Tous ceux que ça intéresse de près ou de loin. Faites des choses en rapport avec l'aviation, vous ne serez pas déçus. Je pense à Le Bibs aussi, où ils font du DCS avec du combat aérien, toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment de tout, hein, quand on regarde. Ouais. Ok. On trouve de tout. J'avais une petite question là. Quand tu faisais de l'aéroclub à Nancy, c'est ça? C'était sur quel terrain? C'était Essay les Nancy. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'en ai fait qu'une fois du coup. C'était pas sur le plateau de Malzéville? Non. Ah. Il doit y avoir une petite question parce que le plateau de Malzéville, c'était un grand centre de bombardiers pendant 14-18. Bon, alors, en histoire, moi je suis zéro, je suis désolé. Nico va te faire des cours. Faire des efforts. Hein. Allez, 3 petites questions avant de passer au programme du mois de mai. Philémon, ah ben non, ça on l'a déjà vu. Donc celle-là, ok, c'est fait, je l'avais pas enlevé. Tranquille la chatte. Et oui, et je voulais la poser cette question aussi, merci Pierre de l'aborder. Si tu devais donner un dernier ou des derniers conseils à des élèves qui sortent de formation pour à la fois candidater et mettre toutes les chances de leur côté, qu'est-ce que tu leur dis toi aujourd'hui avec l'expérience que tu as? Alors déjà, bon, ça, je pense que ceux qui sont concernés le savent déjà, mais faut s'ouvrir à un maximum de portes possibles. Moi, initialement, j'étais intéressé que par la ligne, mais j'ai pas candidaté que à des offres de pilote de ligne. J'ai candidaté plus ou moins à tout ce que je pouvais. Enfin, toutes les offres pour lesquelles je répondais aux critères, j'ai postulé. Je me suis dit on verra bien, parce que le plus dur c'est de trouver le premier job, de faire la première expérience, de faire monter ses heures. Même si c'est pas le job dont vous rêvez, faut prendre l'expérience si on peut la prendre. Ça pour moi c'est le plus important, s'ouvrir un maximum de portes. Si vous êtes obstiné et que vous voulez vraiment que faire de la ligne, soyez patient. Ce qui est difficile, c'est, je le sais, même moi qui suis passionné, c'est pas toujours facile de garder la motivation quand on envoie des dizaines, des centaines de CV et qu'on n'a même pas de réponse. C'est pas facile de garder la motivation. Donc pour ça, moi je vous dirais de garder vraiment un maximum de contact avec l'aéro, avec cette passion et pas juste de candidater. Si vous avez la possibilité d'aller voler, allez voler. Sinon faites du simul, c'est ce que j'ai fait. Ça maintient toujours un pied et cette motivation elle permet aussi de continuer à bosser, préparer les entretiens, pas facile. Ouais. C'est une étape difficile mais... Et moi je rajoutais justement en termes de savoir-être, parce qu'au départ on arrive, on est un petit peu tout feu tout flamme. Comment est-ce qu'il faut bien se canaliser pour les sélects et puis pour le métier derrière? Alors moi j'ai toujours été très calme, posé, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup de préparation mentale. Disons que les compagnies elles préfèrent justement des profils posés, reculés, que des gens qui peuvent paraître très dynamiques ou trop dynamiques. Je pense qu'il faut un peu de tout, mais en tout cas il y a un facteur qui est très important, c'est la gestion du stress. Et globalement la sélection de toutes les compagnies d'une façon ou d'une autre ils vont tester cet élément et d'autres évidemment mais c'est quand même un facteur important quand de base les sélections c'est stressant parce que tu as envie d'avoir le job donc tu es mis sous pression, enfin t'es stressé
peut te mettre sous pression avec des contraintes de temps ou un exercice, une tâche spécifique à réaliser. Et ils veulent voir comment tu gères ça. Pareil pour le travail en équipe, ils t'évaluent là-dessus. Je sais qu'il y a des préparations qui existent notamment pour les FIDE, pour la France. Moi, j'ai jamais fait ça, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Si vous avez déjà fait des sélections et que ça n'a pas marché, bah pourquoi pas essayer de vous préparer comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de se préparer correctement de son côté. D'accord. Si on s'y met bien. Alors, des réactions, il y a Firefox qui dit ça fait plaisir de le voir en interview. Je le vois d'habitude sur le chat et là il est de l'autre côté de l'écran. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de montrer ma tête. Eh ben écoute, voilà, comme ça, moi, tout le monde te connaît maintenant. D'ailleurs, on a eu un courrier de l'Élysée, là, qui... Non, c'est une blague. Est-ce que vous parlez de Twitch et de simulation avec les collègues? Bonne question, Doxfire. Alors de Twitch, non, honnêtement non. De Simu, ouais, moi je parle de Simu, j'adore ça, j'en fais beaucoup, donc je parle de Simu. Après je regarde la réaction de la personne avec qui je discute, quoi. Il y en a que ça intéresse pas du tout, il y en a qui sont à fond. Donc en fonction, la conversation va très vite s'arrêter ou pas. Mais à chaque... D'ailleurs, c'était aussi des questions que je voulais poser. Est-ce que c'est comme dans les autres compagnies où on vole avec des personnes complètement différentes, ou est-ce que régulièrement tu revoles avec les mêmes personnes? À Milan, il y a plus ou moins une cinquantaine de captains, une cinquantaine de first officers. Donc ça m'arrive de recroiser la même personne. Enfin, j'ai déjà volé avec cette personne, mais je veux dire, globalement tous les jours c'est quand même des gens différents. On s'est déjà vu, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas volé ensemble, quoi. Généralement c'est ça. Ouais. D'accord. Mais ça va dépendre des bases. Il y a des bases qui sont toutes petites et dans ce cas-là, tu voles tout le temps avec les mêmes personnes. Oui, il y a Philémon aussi qui précise que c'était sympa lorsque tu es passé dans Push to Talk, puisque tu étais venu faire un petit témoignage dans l'émission. C'est vrai. Ouais. Et puis, Pierre aussi qui dit quelle préparation, alors tu en as parlé indirectement, quelle préparation tu peux conseiller à quelqu'un qui sort d'école? C'est difficile. Pour moi, le meilleur moyen de se préparer, chaque sélection est différente. Et du coup, le meilleur moyen de se préparer, c'est d'avoir des feedbacks de personnes qui ont déjà fait les sélections. Donc pour ça, il faut soit réseauter, soit être sur les bons forums, connaître les bonnes personnes, machin, je sais pas quoi. Ou il y a des sites, alors j'ai plus les noms, mais il y a des sites où vous tapez le nom de la compagnie... Preparation, peu importe, vous trouverez très facilement, qui prépare spécifiquement aux entretiens de telle ou telle compagnie. Généralement, c'est des trucs qui sont payants, mais pas très chers, une dizaine, une quinzaine d'euros, je sais plus. C'est pas forcément toujours à jour, c'est pas les meilleures infos, mais ça peut au moins donner une idée si vous avez rien d'autre. Pour moi, le feedback, c'est vraiment hyper important, il faut essayer d'en avoir un maximum, quoi. C'est la meilleure préparation, et sinon... pareil, moi je suis un adepte du simu. Dès que j'ai besoin de réviser, je fais du simulateur. Et sinon, faut garder le nez dans les bouquins, notamment la réglementation IFR. On vous pose beaucoup de questions. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'aux entretiens que j'ai eus, on m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Les calculs de fuel, tout ça, etc. Les approach ban, les minima, tout ce genre de choses. C'est des questions récurrentes. Take-off alternate, Exactement. Alternate, voilà. Okay. Planning minima, tout ça. Ok. Bah écoutez, on a répondu à pas mal de questions. Aussi Pierre qui dit les machines, est-ce que les machines vont bien? Il n'y a jamais de panne, de trucs comme ça spécifiques? Alors jamais. Il y a toujours des petites choses, mais on a une flotte qui est très très récente. Donc on a quand même globalement des avions en très bon état. À Milan, on a que des A321 Neo. Le plus vieux, il doit avoir 2 ans. Enfin, c'est neuf, quoi. D'accord. Ok. Donc on a très peu de problèmes. Ben voilà. Je pense que on a fait un petit peu le tour des questions. Nico, tu en as encore une ou... Bah moi j'aimerais bien savoir si dans le chat là ils ont deviné le point commun entre eux. C'est vrai. Et juste la dernière de Firefox, parce que c'est aussi une question, il dit question basique qu'on pose à tous les pilotes. Le niveau de maths nécessaire pour toi pour faire ce beau métier de pilote? 0? Non, pas 0, mais
Je veux dire, moi, j'ai fait un bac scientifique. Donc aujourd'hui, je sais plus comment ils appellent ça, mais bon, bref, c'est spécialité maths. C'est rien de spécial, hein, c'est juste le bac. Je suis arrivé en école de pilotage, je trouvais que les maths étaient vraiment très très faciles, quoi. Donc évidemment, ça dépend de la voie qu'on choisit. Si on veut faire l'ENAC, il faut être excellent en maths. Et c'est juste une histoire de sélection. Pour piloter en soi, bon, c'est un peu de trigo, un peu de calcul mental. Des produits en croix. Les produits en croix, beaucoup de produits en croix. Pour éclaircir un peu tout ça, c'est que tout cet aspect maths sup, maths spé, là, comme ça sert plus à sélectionner les gens, en fait, pour les NAC, pour l'armée de l'air, etc., que pour être pilote, en fait. Hein, mais il n'y a pas besoin, il y a besoin d'un niveau bac mathématique, il n'y a même pas besoin du bac pour savoir piloter, je veux dire. Hein, mais après, il n'y a rien de sorcier, hein, pas faire peur aux gens, hein, pas du tout. Hein. Non, un niveau scolaire normal de mathématiques, ça va très bien, quoi. Pas besoin de faire maths sup, maths spé. Ça c'est juste pour sélectionner les gens pour les écoles où c'est l'État qui finance, en fait. Ouais. Ok, bon bah voilà, Firefox, il a sa réponse. Allez, juste avant de nous quitter, ils ont trouvé, là. Vas-y, Nico. Ils ont trouvé, là. Est-ce que dans le chat vous avez trouvé, alors? Entre King Kong et les tigres volants. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Parce que moi j'ai vu personne répondre. T'as une idée, toi, Achille? Ouais, ils ont pas beaucoup cherché, hein. Entre King Kong, alors King Kong le film? Alors, le King Kong de 1933, hein, le film de 1933. Ah, voilà. Ouais. Et il y a Cargolus qui décolle. Ouais, le film, voilà. C'est plein de chaînes. Alors, le chat, là, bah non, il n'y a pas de... Ça réfléchit, ça fume dans le chat, là. Film. Ça réfléchit trop, là, les gars. Il y a Pierre qui dit un film. Non? Alors, le point commun, c'est que c'est Merriam C. Cooper. Ok. Donc c'était un pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale qui avait créé l'escadrille Kosciuszko, donc pour aller se battre contre les communistes. Il était en Pologne. Il a créé une escadrille pour battre les communistes, pour se battre contre les communistes. Après ça, il est rentré aux États-Unis et il a rencontré un copain. Il a créé King Kong. En fait, c'est lui qui a imaginé King Kong le film. Ah, d'accord. Voilà. Et à l'entrée en guerre des États-Unis, il a intégré les tigres volants. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc, je vais mettre le lien là parce que je suis tombé sur un documentaire. Je connaissais l'histoire d'avant, hein, mais je vais mettre le lien sur un documentaire sur lequel je suis tombé sur YouTube, là, un documentaire Arte. Très intéressant. Et c'est un pur aventurier, quoi. Je veux dire, Indiana Jones à côté, c'est pas grand-chose, quoi. Est-ce que tu peux le mettre dans Discord, dans la rubrique vidéo ou un truc comme ça, là? Comme ça, au moins, c'est partagé avec tout le monde. Ouais, j'essaierai de le mettre, ouais. J'essaierai de le mettre dans Discord. Là, je l'ai mis dans le chat, là. Ouais, mais le chat, à la fin de l'émission, il disparaît. Donc, du coup, là, au moins, dans le Discord, ça sera pérenne, en tout cas. Ça marche. Ok, alors avant le mot de la fin, je vous propose tout de suite de refaire un petit point sur le planning qui a un petit peu changé pour ce mois à venir là. Hop, on bascule. Premier changement, c'est celui qui devait avoir lieu vendredi. On devait avoir la chance d'avoir François Levotte, hein, vous l'avez peut-être vu avec son avion vert qu'on voit ici là, dans les Red Bull RS, les fameuses courses de pylônes. C'est un pilote émérite, Mirage 2000, Voltige. Alors, il y a un petit contretemps. François, on va l'avoir, il me l'a confirmé, il m'a dit j'adore le concept, je serai là, mais ce sera probablement en septembre, parce qu'il travaille un peu à l'étranger, donc du coup, il faut vraiment que les plannings se calent, et là, il y a eu un imprévu, donc ça ne passait plus. Alors, j'ai la confirmation de François qu'on fera l'émission, mais ce sera probablement au mois de septembre, et ce sera en plateau, donc à 19h30, je ne sais pas quand, on vous tiendra informé de toute façon de cette nouvelle date, sans aucun problème. Ensuite, petit changement, deuxième changement, c'est mercredi prochain, puisqu'on devait avoir Delphine Lacoste, qu'on va reporter aussi, puisque la pauvre, elle a eu un petit souci de santé. Donc, elle n'est pas disponible. En revanche, on continuera de parler de Jetfly, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir le directeur, le grand chef. C'est Cédric Lescope, le CEO de la compagnie Jetfly, qui exploite des PC-12, des PC-24. Et puis, on essaiera de comprendre ce que vit un directeur de compagnie aérienne, ses relations avec les commerciaux, les passagers,
les équipages, comment est-ce qu'on gère une société comme Jetfly, comment est-ce qu'on la développe. Voilà, c'est toutes des questions que vous pourrez poser à Cédric Lescope la semaine prochaine dans la zone aéro, et ça devrait être assez sympa. C'est la première fois qu'on aura un directeur de compagnie aérienne en direct avec nous. Donc on compte sur vous pour venir poser des questions. Et puis peut-être, pourquoi pas, si vous êtes aussi pilote, de demander quelles sont les caractéristiques ou les qualifications à avoir pour rentrer chez Jetfly. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vous qui posez vos questions, les amis. Hein. On enchaîne avec le 23. Et là, le 23, ça devrait être cool, puisque avec Nico et Mathieu, on se retrouvera au bar de la zone. C'est le vendredi 23, 19h30, puisque nous parlerons du rôle et de la formation du commandant de bord. Comment est-ce que c'est abordé dans les écoles et pourquoi il est important d'avoir ses compétences de commandant de bord. Ça sera une discussion intéressante avec Mathieu, un éternel de la zone aéro évidemment. Et puis on aura un point actu en début d'émission avec notre ami Michel Polaco. Donc notez la date, c'est le 23 mai à 19h30, un vendredi soir. Tu seras là, Nico, hein? Ouais, ça sent le burger, ça, non? Bah oui, c'est à 19h30. Ensuite, on se reporte au 26 mai 2025, 20h30. Vous hésitez entre avion ou hélico. Quelles sont les différences fondamentales entre la formation d'un avion et d'un hélico? Bah justement, Jérémy va venir en parler. Il est instructeur sur les deux, avion et hélicoptère. Et on parlera avec lui des filières possibles, peut-être aussi des tarifs et des choses qui changent. Donc si vous voulez parler technique, sous durée de formation, etc., eh ben, faut le demander à Jérémy qui sera en direct avec nous à 20h30. Ensuite, on continue avec le 28 mai, 20h30. C'est Jean-Hugo Roux qui viendra nous voir. Vous avez peut-être déjà vu sa chaîne, c'est la chaîne Cockpit sur YouTube, où il fait de la vulgarisation aéronautique. Il explique comment on décode la météo, les TAF, les métars, enfin bref, tout ça. Et on parlera avec lui justement des origines de sa chaîne. C'est avec Jean-Hugo Roux, le 28 mai à 20h30. Et puis, on terminera, ben ça tombe bien que Stéphane soit encore là, puisque ce sera Push to Talk, la dernière du mois, le vendredi 30 mai à 20h30. On essaiera de vous annoncer le sujet le plus tôt possible, dès qu'on le saura, en fait. Il faut qu'il le détermine entre les chroniqueurs. Et puis, vous avez l'opportunité, dans Push to Talk, d'avoir la possibilité de venir discuter avec toute l'équipe, avec les spectateurs aussi. Vous avez à cliquer sur un lien, vous ouvrez votre micro, on vous accueille, on discute, on échange. C'est une émission libre antenne autour de l'aéro. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe. C'est toujours sympa d'échanger et puis de partager cette passion commune de l'aéronautique. Voilà pour le planning. Le sujet, demande Julot. Oui, il faut qu'on ait le sujet, comme ça on pourra l'annoncer. Bien sûr. Voilà, donc pour le planning. On va retrouver Achille pour le mot de la fin. On y bosse, voilà. Donc ils sont en train de travailler dessus. C'est parfait. Achille, petit mot de la fin, expérience de la zone aéro et ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Bah écoutez, merci à vous, c'était très sympa. Si jamais il y en a dans le chat qui hésitent à faire leur passage, foncez, on passe un très bon moment. Ils savent recevoir. On essaye. Et ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, que ça continue comme ça. Écoutez, je suis très content comme ça. D'accord. Bon, bah écoute, merci à toi. Et c'est vrai que je viens de penser qu'on avait mis un petit diapo, on ne l'a pas passé. Donc, Achille, libre à toi de les poster si tu le souhaites ou non, faire le tri sur le Discord. Pourquoi pas? Ça marche. Hein, ça marche. Voilà, comme ça incitera les gens à aller faire un petit tour sur le Discord. Nico? Ok, ça marche. Petit mot de la fin, Nico? De fin. Ah d'accord, ok. Non, voilà, c'est fait. Souhaiter que rien ne change pour Achille. Merci. Ouais. Non, mais encore un bon exemple de quelqu'un qui s'accroche et puis qui n'était pas, dont la vie au départ n'avait pas prévu qu'il soit pilote parce que tu n'étais pas dans ce milieu-là et puis tu as voulu y aller, tu y as été et puis tu y es maintenant. Voilà. Bravo. Ouais. Que ça continue du coup. Hein. Et puis nous, en tout cas, on te remercie d'avoir participé à l'émission. Et puis d'avoir pris le temps de venir échanger avec tout le monde, de donner des conseils. Ça fait plaisir. Les amis, vous avez des points de chaîne. Vous pouvez remercier Achille avec les points de chaîne. N'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci Achille. Hein. Merci à vous. Donc, juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous retrouverez cette émission en replay tout de suite pour les abonnés Twitch, dans 15 jours sur YouTube pour tous les autres,
qu'on salue également. Hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager les émissions, parce que ça aussi, ça fait remonter les algorithmes et c'est important. C'est comme ça qu'on partage aussi et qu'on donne de l'information, comme vous disiez avec Achille. C'est pas forcément évident d'avoir de l'info, donc n'hésitez pas à partager, à rayonner, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire la promotion de l'aviation en règle générale. Le relais des vidéos, évidemment. Les réseaux sociaux, vous les avez, Julot vient de les poster, vous pouvez nous rejoindre. On actualise quasiment en temps réel toutes les émissions, comme d'habitude, les programmes, etc. Les podcasts aussi qui sont disponibles en version audio. Si vous êtes sur la route, vous pouvez réécouter la zone aéro à convenance, vous abonner sur toutes les bonnes plateformes, on est partout. Et puis vous avez les émissions en audio directement sur vos postes. La boutique pour les goodies, les t-shirts vont arriver bientôt. Normalement, mois prochain, on devra avoir la nouvelle collection 2025 des t-shirts de la zone réalisée. Le visuel a été fait quand même par Francky de Airborne Design, qui bosse aussi pour les armées. Donc il est bien, il est bien. D'ailleurs, merci Francky, vous avez dans le chat, vous verrez, il y a des fonds d'écran. Ben voilà, ils sont là. Les fonds d'écran, vous pouvez les récupérer. C'est Francky qui les a fait. Vous trouverez peut-être des petites similitudes avec les futurs t-shirts. Discord, évidemment, on poursuit les débats. Patreon et l'OASO pour soutenir la chaîne si ça vous plaît. Si vous connaissez d'ailleurs des partenaires, on va dire, qui veulent participer à l'aventure de la zone aéro, des soutiens, etc., n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous. Et puis, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, évidemment, dans un instant, c'est un raid. On bascule sur une autre plateforme. Alors, j'ai pas vu qui était en ligne. On regarde ça vite fait ensemble. 7, on y a été la dernière fois. Ok. Écoutez, là pour l'instant, je vois rien de spécial. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a que 7. Donc, on va retourner chez 7. Il a combien de personnes? Il a 12 personnes. On va aller faire un coucou. Il fait du Boeing 747, je pense. Je ne sais pas. Teruel Paris, Charles de Gaulle sur Ivao. Oui, c'est ça. Il fait du 747-400 sur X-Plane. Donc, vous lui envoyez les émotes de la zone aéro, comme ce que vient de poster Julot. Quelle école tu as fait, Achille? Il faudra voir. Il a fait CAE, mais tu pourras aller voir le replay. Merci Free Flight. Merci à toutes et tous. Fly safe pour ceux qui veulent. Nous on se donne rendez-vous, donc pas vendredi, puisqu'il n'y en a pas. Mercredi prochain dans la zone aéro. Merci Achille. Merci Nico. Bonne soirée à vous. Et rendez-vous. Et appliquez-vous dans vos maquettes. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Ciao les amis. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe.